Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut accompagné par Emric. Salut! Bon, alors du coup, bienvenue dans cette deuxième partie de l'analyse des autres cartes de l'extension d'Ikoria, parce que il y a tellement de choses à dire que du coup on s'est retrouvé obligé de faire deux parties pour ces cartes-là. Du coup aujourd'hui on va parler des cartes multicolores, des artefacts et des terrains, donc il nous reste encore du good stuff à aborder ici, du très good stuff même. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez suivre la tour de commandement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, voilà. Que vous pouvez également lâcher des petits likes, lâcher également des commentaires et vous abonner à la chaîne, pardon, pas la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse discuter un peu de ces cartes-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur cette extension en général, il me semble. Sinon on n'en serait pas là, on aurait dû y faire une troisième vidéo pour cette extension. Voilà, mais en tout cas n'hésitez vraiment pas à commenter et à partager éventuellement la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, puisqu'actuellement tous les samedis à 21 h on organise des soirées commandeurs sur Gogatrice, du coup les Saturday Night Commander, qui sont rediffusés en plus à côté sur Twitch, si jamais vous souhaitez ne pas jouer, mais plutôt regarder ce qui se passe. Voilà, donc on vous attend également sur la chaîne de la Tour de Commandement, la chaîne Twitch, donc venez également la follow, ça serait sympathique. Donc voilà, merci à vous pour tout ça, et aussi vous pouvez venir nous soutenir sur Utip et Tipeee, financièrement, voilà, que ce soit en regardant quelques publicités, en achetant quelques goodies, certains l'ont fait là récemment, merci à vous. Et également sur Tipeee, en échange de quelques contreparties, là on a également des jetons qui sont partis cette semaine en direction de leurs heureux propriétaires. Voilà, voilà. Et ben en tout cas, merci à ceux qui nous typent actuellement, et merci à ceux qui le feront prochainement. Bon, du coup, Ikoria, deuxième partie, enfin troisième partie techniquement, où on va parler des cartes multicolores, et pas très colorées ensuite. Ouais. Donc voilà, il y a du boulot, parce que la partie multicolore, en fait, celle qui contient le plus, on a 32 cartes dont on va parler en multicolore, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Donc ouais, on a du job, on a eu du gros taf à faire. Je vous rappelle que dans cette extension, pour le moment, on a abordé quand même pas mal d'unco et de communes, ce qui est assez exceptionnel. Hein. Donc, Ouais, et c'est lié à ce qu'on expliquait dans la vidéo précédente. En fait, l'extension a énormément de power creep. C'est-à-dire qu'ils ont poussé encore plus loin la limite de ce qui est raisonnable de faire avec tant ou tant de mana. Je pense que l'exemple le plus probant, c'était la carte verte qui dit qu'on peut aller chercher 2 terrains et les mettre en jeu. Et avant, c'était ça. Après, on avait le droit d'aller chercher des portes. Mais maintenant, en plus, on peut la recycler si jamais ça nous embête. Ouais. Ou l'anti-bête avec qui a le piétinement. Enfin... Ouais. C'est assez violent. On a pas mal de choses qui ont redéfini un petit peu quelles sont les cartes number one en fait dans chaque catégorie de cartes. C'est ça. C'est assez intéressant, vraiment. Après, nous, pour le commandeur, étant donné que c'est un format qui est assez lent pas à jouer, mais c'est un format qui est assez lent en termes des moments où il va évoluer. Ouais. C'est des changements qui viendront au fur et à mesure. C'est pas comme un set standard où tout arrive d'un coup et donc il faut faire en fonction d'eux. Oui, là, il y a tellement de cartes parce que 3 mois après, le format a changé. Voilà, c'est ça, ouais. Là, il faudra attendre un petit peu, quoi. Mais dans les mois notre à venir, avis, c'est de dire que dans les mois à venir, on risque de voir énormément de cartes Ikoria intégrer beaucoup de decks. Voilà. Il y en a certaines qui s'intègrent vraiment dans tout, il y en a d'autres dans des decks très spécifiques, mais dans lesquels ils vont devenir la staple, en fait, tout simplement. Et bordel, quand je vois déjà les premières cartes, je suis là. Ouais, à mon avis, on va bien commencer, là. Aussi, un dernier ajout pour reparler un petit peu de ce power creep. C'est vrai que généralement, ça met du temps à percer. Mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin non plus d'investir dans les cartes en question. Voilà, parce que la plupart, étant donné qu'elles sont unco, là déjà les premières dont on va parler sont des unco, c'est ça qui va être assez intéressant, parce que du coup ce ne sont pas forcément les mythiques qui comptent le plus dans cette extension. D'ailleurs je pense qu'on en parle très très peu, finalement, en dehors des commandants. C'est vrai que les mythiques et les rares sont pas forcément les cartes qui marquent le plus, parce que c'est pas forcément les cartes qui vont être adaptées à notre format, plus à d'autres formats. Déjà, oui. Voilà. Construit classique à 60 cartes et 4 exemplaires de chaque, voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai de gros espoirs pour cette extension, en tout cas. Bon, on va commencer par en redemander. Littéralement, ça fait plaisir de recommencer avec cette carte-là. C'est un éphémère qui coûte 6, dont un noir et un vert. Vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Quand vous faites ainsi, elle se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée que vous ne contrôlez pas. La violence. Enfin, je veux dire, on a parlé de lien indestructible dans la vidéo précédente. Un rituel pour 5 qui faisait le même effet, mais en mettant... Alors, non pas en faisant se battre,
mais en mettant un marqueur lien de vie avec de la réanimation sur une de vos créatures. Et là, littéralement, on a le pas au-dessus, quoi. C'est... Ok, bah là, on va le faire en éphémère, et en plus, on va lui permettre de se battre. Le tout pour un mana de plus. Pour un mana de plus, quoi. On a juste du vert, en fait, qui est rajouté, donc du coup, on passe de mono noir à noir-vert. Et il me semble, Emric, tu me diras si je me trompe, mais il paraît que le noir-vert est plutôt pas mal pour mettre des créatures au cimetière. Oui. Ah oui, oui. Complètement. C'est un peu l'une des logiques principales de ces couleurs-là, quoi. Ça. Il y a toutes les mécaniques de dragage, les cartes comme horrible... C'est quoi, Grizzly Salvage, c'est... horrible récupération. Ouais. Ce genre de trucs. Tous ces trucs-là. Plus si on rajoute le bleu derrière pour faire du sultai, il y a que de ça, des trucs qui jouent avec le cimetière. Ouais. Donc ouais, c'est... Enfin, honnêtement, la carte est très bonne. Je veux dire, c'est un anti-bet. Éventuellement, si vous avez un effet d'arrivée en jeu avec votre créature, c'est encore plus value. Donc voilà, c'est un anti-bet en éphémère qui va ranimer une de vos bêtes, éventuellement qui va vous permettre de la garder, ou au pire, juste de la trade avec une autre. Donc voilà, enfin, c'est... What? Je sens pas mal de decks qui voudraient l'intégrer, en fait. Même si ça coûte un peu cher à lancer. Voilà, c'est ça. Faut quand même garder à l'esprit que ça coûte 6. Hein. Voilà. Mais si jamais vous avez moyen de garder la bête en question, que ça soit juste un bloqueur surprise en mode ninja, et que ça fasse réellement la différence durant un tour adverse, ouais, je pense que ça peut être assez fort quand même. Ensuite, nous avons le guetteur de l'ossuaire. Donc pour 2, un noir et un vert, c'est une créature cauchemar et tête 4-4, et elle a un coût de mutation de 2 incolores et 2 hybrides noir-vert. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez une carte de permanent ciblée depuis votre cimetière dans votre main. What? Okay. Ouais, de permanent. De permanent. Encore une fois, on se retrouve avec un effet à la Rigros. En mutation. Est-ce que tu l'as intégré dans ton deck Otrimity? Alors, elle est dans le deck de base, si je dis pas de bêtises, et elle est encore dans... Quand je regarde ma liste, mais... Ouais, c'est encore dans Otrimity. Elle est dans le deck de base? Oh. Elle est dans le deck de base, ouais. C'est très forte, parce qu'en fait, ça pourrait être juste Regrowth. Mais là, c'est Regrowth, mais avec un body 4-4 derrière. Pour 4. Je me souvenais plus qu'on en avait parlé, mais en effet, ouais, c'est assez violent, quoi. Je veux dire, c'est de la récupération, en plus dans un deck Otrimi qui est basé sur la récupération aussi, ça va être quand même fort. Après, l'avantage c'est que Otrimi récupère des créatures qui ont la mutation, c'est ça, hein. C'est ça. Otrimi ne récupère que des créatures. Permet de récupérer des permanents, donc du coup il peut récupérer des fetch par exemple aussi, des terrains. Mais il peut aussi les récupérer les créatures hautes qui sont parmi les meilleures, du style les créatures imbloquables. C'est ça. Donc, ouais. Et ce qui est cool, c'est que du coup tu peux récupérer lui avec Otrimi pour remutate sur Otrimi et ensuite pouvoir récupérer un autre permanent. Ouais, il y a... Waouh, ça, voilà. C'est la technique de mutation, c'est pas forcément de faire la plus grosse bête, c'est de faire aussi des petites synergies comme ça. Donc ouais, très sympa. Ouais, c'est assez intéressant et vraiment pertinent, quoi. La carte suivante, on en avait aussi parlé, c'est aussi une carte qui est dans le Commander 2020. C'est Force Canalisée, qui coûte 4 dont un bleu et un rouge, c'est un éphémère. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous de X cartes. Et le joueur ciblé pioche X cartes et la Force Canalisée inflige X blessures jusqu'à une cible, créature ou Planeswalker. On l'avait dit, hein, de toute façon, c'est un sort de recyclage en éphémère qui est plutôt fort, qui se fait seulement pour 4 mana, et en plus derrière qui peut faire infliger des blessures. Ça peut être vraiment très violent. Après, moi j'ai, encore une fois, comme dans tous les sorts de looting, j'ai une carte à dire, Archive de la Marette. Parce que piocher 2 fois X à la place de X tout court, c'est pas mal. Ou juste la nouvelle, là, c'est quoi, Riel? Riel aussi, ouais, qui dit qu'à chaque fois que vous défaussez une carte, vous piochez une carte. Donc du coup, là, pour 4, tu te défausses de X, mais tu vas repiocher 2X et coller X. Ouais, c'est assez... Les decks Nijmid Z, ils seront contents d'avoir ce truc. C'est, voilà, encore une fois, c'est une unco, mais elle rentre dans tellement de strats. Ouais. Ouais, et puis du format en fait, que du coup, même le système, en fait, infliger X blessures... Alors certes, c'est uniquement créature Planeswalker, pour éviter que ce soit trop débile non plus. Hein. Parce que bon, j'ai 20 cartes en main, tiens, je te mets 20 dégâts, ouais. Peut-être pas non plus. Mais c'est vrai que le fait que ce soit... Enfin, qu'il y ait cette double fonction, quoi. Soit vous pouvez plus dire, j'ai besoin de mettre autant de blessures à une cible, et la pioche c'est le bonus. Ou leur dire l'inverse, j'ai besoin de looter une bonne partie de ma carte, et les blessures c'est le bonus. C'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment très intéressant. Oui, j'aime beaucoup cette carte, vraiment, rien à dire de plus. L'Oasis de la Mort, donc
donc un enchantement pour un blanc, un noir et un vert. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Puis, renvoyez dans votre main depuis votre cimetière une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur à celui de la créature qui est morte. Et pour un incolore, on le sacrifie et on gagne un nombre de points de vie égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les créatures que l'on contrôle. Alors, le deuxième effet est complètement anecdotique. Complètement. Mais ce qui rend cette carte vraiment forte, c'est son effet de... quand j'ai une créature qui meurt, je peux en renvoyer une qui coûte moins cher. Ouais. Enfin, je me meule de 2, je renvoie, t'es là, ouais. Okay. Ouais, je me meule de 2 aussi. Heureusement que tes chars n'est pas tricolore, parce que voilà, sinon il y aura encore des trucs. Oh mon dieu, si ça continue, je vais jouer tricolore à la place de tes chars. Hein. Je veux dire, c'est un scrap troller, mais pour les créatures. Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est le chariot de ferraille qui en effet, il fonctionnait avec les artefacts. Ouais. De son côté. Mais après, lui, il faisait pas meuler en plus, donc du coup, ça peut donner une value supplémentaire. C'est pas faux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on analyse tous les commandants qui sont en Abzan et qui sont sortis dans Commander 2020 et dans Ikoria, donc du coup Nitroy, Katril et Tayam, les 3 adorent cette carte. Parce que les 3 en fait ont envie de voir des créatures aller au cimetière. Alors soit d'un côté pour Katril pour mettre des mots-clés ensuite partout, et grossir éventuellement. Tayam parce que lui il peut ramener des créatures qui coûtent 3 et moins en fait, directement depuis le cimetière et sa capacité. Et l'autre côté, Nitroy, parce que lui, il réanime des bêtes en masse avec une force de 10 au total. Donc je veux dire, on est dans une logique où le cimetière, on sent que le Abzan, en fait, est tourné beaucoup plus cimetière que le Sultai, finalement, qui lui est parti sur la mutation, cette fois-ci. Ouais. Donc voilà, c'est assez intéressant, ce concept, et ce qui fait que du coup, on se retrouve face à des cartes qui n'étaient pas du tout dans la logique habituelle du Abzan, finalement. Mais du coup, avec les commandants qui sont proposés là, les 3 dont on a parlé, bah c'est très fort en fait. C'est vachement fat. Hein. Ça marche bien, c'est pas cher comme enchantement. C'est vraiment. C'est logique. C'est très logique. En fait. Oui. C'est assez impressionnant. Il y a certainement des combos et tout qui sont possibles. Hein. Mais alors là, c'est un boulot d'exploration, de découverte avec les cartes dans ces couleurs-là. Qu'est-ce qui peut se sacrifier pour faire tel effet, etc. Comment est-ce qu'on équilibre le deck. Je pense que c'est un boulot de recherche qui peut un peu équivaloir. Être équivalent à. Être équivalent à. Oui, parce que équivaloir n'est pas un verbe. Qui peut être équivalent à celui qu'on a eu pour Téchar, de l'autre côté. Ouais. Même si Téchar me semble plus facile à envisager que Oasis de la Mort en Abzan avec les synergies combo. Ouais. Mais je pense Mais après, que... tu vois, entre le scorpion, la mythe, la solennité... Ouais, il y a des choses à faire. Tu peux inclure Melira, tu peux inclure toutes les cartes qui ont persiste. Ouais. Ou survivance, c'est pareil. Le seul léger problème dans quelque chose comme ça, dans ce deck-là, en fait, pour moi, c'est qu'on n'a pas le bleu pour Laboratory Maniac et pour Jace. Parce que le trigger, il est obligatoire. T'es obligé de mettre les 2 cartes de ta bibliothèque dans ton cimetière. Du coup, ce qui fait que, pour moi, il faut que tu... Ou alors, il faut que tu aies des moyens En fait, le but, c'est genre... Oui, tu peux la sacrifier jusqu'à ce que tu aies ta... Voilà, c'est ça. Tu te meules jusqu'à ce que tu aies ta combo dans le cimetière. Et après, ensuite, tu sacrifies. Et après, tu peux lancer ta boucle et gagner comme ça, quoi. Ouais. En plus, ça ne coûte que 1 mana. Donc oui, en effet, finalement, le deuxième effet est intéressant pour éviter de partir sur une mort à la meule. Après, on peut toujours avoir des cartes qui remélangent le bibliothèque et le cimetière. Voilà, quoi. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Ouais. Ok, c'est plutôt cool. Très intéressant cette stratégie Abzan. Là, on a une pure représentation de ce que c'est l'édition. La carte suivante, alors on avait déjà parlé dans le mardu humain, c'est Tactique Désespérée, un éphémère qui coûte 1 blanc, 1 noir, qui exile la créature ciblée. Si vous ne contrôlez pas d'humain, vous perdez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. On l'avait dit, généralement, à partir du moment où vous avez des humains dans le deck, jouez-la. C'est très bien, c'est un exil de créature qui est non conditionnel. Enfin voilà, si vous n'avez pas d'humain sur le champ de bataille avec la créature a une endurance, disons correcte, 6 ça me semble encore correct comme endurance à prendre. C'est faisable quoi, je veux dire. C'est un bon anti-bête. C'est un bon anti-bête de remplacement, disons que c'est un tier 2 quoi. J'ai pu la tester et c'est violent du coup, ouais. Ça marche bien. Ouais. Bon, je te laisse l'honneur de parler de ce nouveau cycle tricolore. Oui, donc en fait on a le retour des ultimatums, donc c'était un cycle qui avait été commencé avec Alara
Pour ceux qui connaissaient pas, en fait, c'était un bloc où en fait il y avait des groupes de 3 couleurs, sauf qu'au lieu que ce soit les couleurs ennemies, c'est les couleurs alliées. Et chacun avait des noms, des noms qu'on connaît maintenant qui sont Esper, Grixis, etc. Et donc les ultimatums, c'est un cycle de rituels qui coûte 2 couleurs, 3 couleurs, puis 2 couleurs. Donc c'est très énervé dans leur coup, mais par contre ça a des effets puissants. Et donc le premier, c'est l'ultimatum inquiétant. Donc c'est pour 2 blancs, 3 noirs et 2 verts. C'est un rituel. Renvoyez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanents avec des noms différents depuis votre cimetière. Tiens, ça tombe bien parce que, oh là là, les noms différents, qu'est-ce que c'est compliqué en commandeur, hein. Ah tiens, mais je vais jouer Oasis de la mort, faire une combo infinie où je peux pas arrêter de me meuler ma bibliothèque, et ensuite je mets ultimatum inquiétant. Oups. Oups. Oh là Comment là. ça, j'ai mis toute ma bibliothèque sur le champ de bataille? Ouais, en 2 cartes, on vient de définir la stratégie du deck Nitroy. Voilà, waouh. Enfin, Wow. une des façons de jouer Nitroy, je pense. C'est assez, ouais. C'est inquiétant. C'est assez énervé. C'est assez énervé. Typiquement, ouais, cette carte, elle va être jouable dans 2 cas. Soit vous jouez combo et du coup vous vous débrouillez, vous mettez votre combo au cimetière. Parce qu'on renvoie n'importe quel nombre. Donc vous n'êtes pas obligé de tout ramener. Ouais, c'est vous qui choisissez quoi. C'est ça. Donc soit c'est ça, soit on joue aggro et en fait on s'est pris une vrasse et du coup on a besoin de se renouveler, donc on lance l'ultimatum et on ramène tout quoi. Ouais. J'y pense, mais même avec 4 îles, c'est extrêmement puissant. Hein. Parce que 4 îles, elle arrive sur le champ de bataille, elle dit ouais, je me mets plein de marqueurs et tout avec tous les mots-clés. Et puis d'un seul coup, en fait, toutes les créatures qu'elle aura utilisées pour mettre les mots-clés, vous les faites revenir sur le champ de bataille en un coup, t'es là, wow. La violence absolue quoi. Non, mais c'est extrêmement fort, je veux dire. Alors, faut quand même, on va parler un petit peu histoire, parce que du coup, Emmerich nous parlait tout à l'heure des ultimatums originaux dans Alara. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le power level était pas aussi élevé que ce premier ultimatum. Largement pas. Il y en avait un qui sortait du lot. C'est encore pareil, on est dans cette optique de power creep d'une extension. Donc, ouais. À la limite, il faudrait qu'il refasse 5 nouveaux ultimatums dans les couleurs alliées pour remettre le niveau là. Mais bon, c'est waouh. Waouh. Je vais m'occuper de l'ultimatum suivant, qui est l'ultimatum émergent, qui coûte. C'est un rituel qui coûte 2 noirs, 3 verts et 2 bleus. Cherchez jusqu'à 3 cartes monochromes avec des noms différents dans votre bibliothèque et exilez-les. Un adversaire choisit une de ces cartes, mélangez cette carte dans votre bibliothèque. Vous pouvez lancer les autres cartes sans payer leur coût de mana. Exilez l'ultimatum émergent. What? Alors j'aimerais aller chercher, s'il te plaît, Expropriate. J'aimerais aller chercher Time Stretch et j'aimerais aller chercher Omniscience. Oups. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de lancer tous mes sorts gratuitement ou de prendre des tours supplémentaires? Ou de faire les deux. En vrai, ça tombe dans un cas où le mec fait ça, qu'est-ce que tu lui donnes? Enfin, qu'est-ce que tu lui laisses entre les 3 cartes? Oh. C'est compliqué, hein? Honnêtement, ça dépend complètement de la situation. Oui. Parce qu'en fait, si sur Expropriate, on est tous d'accord pour dire qu'on laisse un permanent, c'est moins impactant parce qu'on a quand même un côté décisionnel dessus. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de décision commune là-dessus. Le truc, c'est que du coup, si Expropriate ne lui donne qu'un tour supplémentaire, pour moi, en fonction de combien de cartes il a en main, je lui laisserai peut-être Omniscience. Parce que s'il peut jouer 3 tours d'affilée dans tous les cas avec Time Stretch et une Expropriate avec un seul tour supplémentaire, ça me semble déjà trop en fait. Mais honnêtement, laisser Expropriate avec 4 tours supplémentaires plus Time Stretch à côté, c'est hors de question. En fait, pour moi, la façon dont va se dérouler Expropriate, c'est le truc qui va définir comment est-ce que quelle carte je lui donne et quelle carte je lui donne pas. Ok. Bah, littéralement. Hein. Je veux dire, sinon ça aurait été. Ça se passe différemment en fonction de. C'est très. Mais c'est vrai qu'on vient littéralement donner les 3 cartes, je pense, qui seraient les plus faciles à aller chercher. Quoi. Là, on vient de donner les 3 cartes bleues. Parce qu'après, tu peux faire pareil avec le vert. Ouais. Si tu vas chercher ton Craterhoof, ton Avenger of Zendikar et l'Ibex, admettons. Ouais. Ça devient un peu bête aussi, quoi. Très fort. En noir, il peut y avoir 2-3 trucs aussi qui peuvent faire des effets. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher Razaket. Ouais, tu peux aller chercher Razaket pour tuto tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et puis quelque chose qui va faire des jetons, et puis un autre truc qui va faire des jetons, parce que au pire, même s'il te donne pas Razaket,
Ouais, il y a deux, trois trucs. Le problème, c'est qu'en noir, il y a aussi des kills qui sont pas mal, pas mal à X sont pas aussi, des quoi. permanents. Mais Oui, aussi, qui ne sont pas des permanents, malheureusement, c'est ça le problème. Ah, mais on s'en fiche de ça, en fait. Non, je dis n'importe quoi, on s'en fiche. La carte te demande pas d'aller chercher des permanents, oui, elle te c'est demande vrai. 3 cartes monochromes. Oui, non, c'est l'autre qui demande les permanents. Ici, on est sur des cartes monochromes, pardon. Ça. Donc, ouais. Intéressant. Excusez-nous, on a un peu la tête un petit peu dans toutes les cartes en même temps, donc ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je veux dire, Dessus, il y a vraiment écrit fini la partie, quoi. Ouais, c'est... Ça dépendra beaucoup de la décision, de comment est-ce que... Enfin, à quel moment le sort est joué, de quelle carte vont être allés chercher, de ce que l'adversaire va laisser dans la main, enfin, va laisser possible d'exiler. Ouais. Et là, t'en as un qui te joue la créature blanche qui t'empêche de jouer d'autre part que depuis ta main. En flash. Oh eh ben voilà, écoute. C'était sympa. Non, ouais, c'est assez violent. C'est vraiment violent, je trouve, comme carte. Ensuite, on a l'Argousin du Général, dont on avait aussi parlé dans le deck. Mardu, puisqu'il est dedans. C'est une 2-3 pour un blanc et un noir, humain et soldat. Les humains légendaires que vous contrôlez ont l'indestructible. Et pour 2, un blanc et un noir, on exile une carte ciblée depuis un cimetière. Et si c'était une carte de créature, on fait un soldat humain, un blanc. Bah très bien, écoute. C'est toujours... Bah, c'est bien. Ouais, bon body pour peu cher, qui protège nos créatures légendaires, c'est sympa. Et qui a un effet de mana sync. Donc, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. On achète. Donc l'ultimatum de Genèse, qui est un rituel qui coûte 2 verts, 3 bleus et 2 rouges. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous mettez n'importe quel nombre de cartes de permanent parmi elles sur le champ de bataille, et le reste dans votre main, exilez l'ultimatum de Genèse. Violence aussi. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus conditionnel que les 2 précédents. Ouais. Parce que là, il faut vraiment manipuler le dessus de son deck. Donc il faut utiliser et abuser de top, de scroll rack, ce genre d'effet. Ouais, tout ce qui permet un tutor avant. Je pense que scroll rack me semble être le meilleur choix encore dans cette position-là. Parce que du coup, ça nous permet de mettre vraiment les 5 cartes qu'on veut au-dessus de la bibliothèque si on le souhaite. Et ouais, ça peut être pas mal du tout, quoi. Mais c'est assez intéressant, mais ouais, c'est vrai que ça demande pas mal de manipulation. Mais en même temps, c'était un petit peu la logique qu'on avait retrouvée avec, notamment avec... mince, j'ai oublié la créature légendaire, c'est... Illuna. Voilà, Illuna, c'était un petit peu le but aussi, quoi, d'avoir ce contrôle au-dessus de la bibliothèque. Autant que possible. Ensuite, l'ultimatum inspiré. Donc pour 2 bleus, 3 rouges et 2 blancs rituels. Le joueur ciblé gagne 5 points de vie. L'ultimatum inspiré inflige 5 blessures à n'importe quelle cible. Puis vous piochez 5 cartes. Ouais. Ouais. Ouais, quoi, enfin c'est... J-Sky, ils ont vraiment... Ils ont un peu l'air à la traîne, là, pour le coup. Bah, cet ultimatum-là est quand même bien moins bon, mais il reste quand même sympa. C'est loin d'être aussi exceptionnel que les 3 autres qu'on a eu. Bah, en fait, le truc, c'est que les 3 autres, on est sur du tuto, avec cheating de coup de mana, avec de la résurrection de masse, et avec du cheating de coup de mana depuis le dessus de la bibliothèque. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de cheat, en fait. C'est littéralement le truc. On cheat pas, on va juste vous donner de la pioche et puis vous faites comme vous voulez. Donc bon, je sais pas, c'est compliqué. Un peu faiblard. Un peu faiblard, quoi. Limite, voilà. Bah après, de toute façon, c'est un cycle, donc forcément, dans un cycle, il y en a qui sont moins bons. Il y en a qui sont moins bons. Les ultimatums originaux, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment très bons, quelques-uns qui étaient moyens, et il y en avait certains qui étaient vraiment nuls à chier. Donc voilà, c'était comme ça. Mais là, bon... Après, avec une archive de la marette, encore une fois, tu gagnes 10 points de vie à la place, tu pioches 10 cartes. Oui, d'accord. Là, d'un seul coup, ça devient mieux. Voilà. Ok. Mais c'est... Ouais, d'accord, je veux bien que c'est très particulier, quoi. C'est pas vraiment le meilleur, c'est sûr. Bon, sinon, une meilleure carte, c'est le Raptor du Labyrinthe. Un dinosaure cauchemar qui coûte un noir et un rouge, c'est une 2-2 menace. Et à chaque fois qu'une créature avec la menace que vous contrôlez devient bloquée, le joueur défenseur sacrifie une créature qui la bloque. Et pour un noir et un rouge, les créatures avec la menace que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Alors sachant que, techniquement, niveau règle, si la créature a déjà été bloquée, donc du coup c'est à ce moment-là, après la déclaration des bloqueurs, que le joueur va devoir sacrifier une des créatures qui la bloquent, enfin une des créatures qui la bloquent, pas forcément les deux.
bah du coup techniquement elle est toujours bloquée. Voilà, l'autre créature est toujours là, donc c'est bon. Il faut juste que lors de la déclaration des attaquants, des bloqueurs, elles soient bloquées par 2 créatures. Voilà, c'est tout, au minimum. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce dino? Bah il est très bien. Il est très bien, il est... Surtout si la menace en fait devient un truc récurrent. Ouais. Ce sera forcément bien à un moment. Moi ce qui m'embête un petit peu c'est qu'en fait, en général, d'expérience, hein, pour avoir beaucoup joué avec une créature qui a la menace, Graven, les gens ils hésitent pas à acheter des tokens en fait dessus. Ouais. Il y a des cas où oui forcément il y a des cas où en fait, s'il veut garder ces 2 créatures, il bloque pas. Voilà. Et ils vont avoir tendance à bloquer quand ils auront de la chair à canon. Et donc en fait le fait de pour le commandeur du moins, le fait de dire bah tiens tu vas devoir sacrifier une créature qui bloque ma bête, il est là bah ouais de toute façon elle serait quand même morte. Ouais. Mais je pense que c'est plus utile dans le cas que j'avais abordé quand j'avais dit pourquoi est-ce que j'appréciais pas forcément la menace comme elle est. C'est le fait qu'avec 2 bloquants qui ont suffisamment d'endurance pour éventuellement qu'il y en ait une des 2 qui survivent et qu'ils ont une force cumulée pour détruire n'importe quelle créature avec la menace, c'est gênant. Mais du coup, s'ils en perdent une en plus dans le lot, peut-être que ça incitera encore plus les joueurs à ne pas bloquer. C'est que s'ils ont des chum blocks en fait, des petites créatures dont ils peuvent se passer, que cette situation-là elle arrive avec la menace. Ça arrive, les decks jetons existent, etc. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est du 50-50 quoi. Il y a des situations dans lesquelles ça va vraiment être avantageux, et des situations, de toute façon, toutes les situations dans lesquelles la menace n'est pas extrêmement forte, hein. Voilà, avec beaucoup de créatures en face qui sont très dispensables, la plupart du temps, c'est vrai que les mecs vont s'en foutre de bloquer avec 2 créatures plutôt qu'une. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est du 50-50. C'est sympathique. Après, ce qu'on trouve sympa aussi, c'est le fait que, dans la précédente vidéo, on avait parlé du mentor rouge, qui booste vos créatures avec la menace en mettant des marqueurs +1/+1 dessus, ce qui est fort sympathique. Et en plus, qu'on avait l'humain de Commander 2020, du deck Mardu, qui donne la menace à toutes les créatures qui attaquent vos adversaires. Du coup, les 3 cumulés en fait peuvent vraiment donner lieu à un board un petit peu débile. Ouais. Où ça va être assez compliqué pour les adversaires de gérer le board state. Après, par contre, c'est encore... faut réfléchir encore à ça, c'est est-ce que un deck basé sur la menace va avoir des grosses créatures mais pas beaucoup, ou plein de petites. Ouais. C'est encore un peu... je pense que c'est encore un peu tôt dans la genèse du deck en fait pour dire est-ce qu'un deck comme ça basé réellement autour de la menace est possible, parce que c'est une mécanique qui est encore trop récente je pense. Voilà. Puis on n'a pas de vrai général. On n'a pas de vrai général. Ou alors on met Graven, mais c'est juste parce qu'il a la menace. Ouais, mais Graven il veut manger les autres bêtes. Voilà. Donc ouais, il veut pas les garder. Un peu différent. Donc on n'a pas encore général vraiment. Voilà. Narset des traditions, donc pour un bleu, un rouge et un blanc. C'est un Planeswalker. Ah non, il n'y a pas de rouge. Regarde, elle non, mais tape dedans. Pied. Poussez votre pied, madame. Elle tape dedans, il n'y a pas de rouge. Poussez votre pied. Donc un Planeswalker qui vient avec 4 de loyauté. Donc son +1, vous gagnez 2 points de vie. Ajoutez un bleu, un rouge ou un blanc. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort non créature. -2, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Quand vous vous défaussez d'une carte non terrain de cette manière, Narset des traditions inflige un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte à une cible créature ou planeswalker. Donc on peut toujours pas cibler les joueurs. Non. Et vous gagnez un emblème avec. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cet emblème inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Sympathique. C'est ok. C'est du bon Jeskai. Moi je trouve que c'est sympa, je veux dire on a quand même un petit peu de mana ramp dessus. C'est sympa. En plus temporisé avec des points de vie, hein, parce qu'ils auraient juste pu dire voilà vous ajoutez un mana et puis let's go. Hein. Avec un petit peu de temporisation, gain de points de vie. J'aime bien le -2. Alors après c'est normal qu'ils ciblent pas les joueurs parce que sinon ça aurait été débile. Hein. Encore une fois on se retrouve avec un effet bah je me déface d'une carte qui coûte 12 mana, tiens je te mets 12. Ah ouais, le fun quoi. Après bon... Mais après l'emblème il est anecdotique. Hein. Ouais, l'emblème il est sympathique, mais bon c'est pas... Honnêtement moi je pense que ça va plus être le +1 et -2, et réellement. Alors n'oubliez pas que le -2 vous êtes censé désigner la cible au moment où vous activez la capacité, hein, pas après avoir pioché la carte et avoir défaussé. Voilà, juste pour rappel. Donc bon, c'est intéressant, mais en fait je pense qu'on a aussi les 2 autres Planeswalkers dont on avait parlé, hein, Luca
et Vivienne en tête, parce qu'ils sont tellement un power level supérieur en fait. La Narset en fait, pour moi, elle est bien. Je pense qu'elle est à un power level qu'on peut attendre en effet d'un Planeswalker à 4. Dans ces couleurs-là. Elle est pas aussi stupide que son ancienne version. Alors, je parle pas de la Narset mono-bleu, je parle de la Narset blanc-bleu. Qui était quand même. La Narset blanc-bleu était vraiment cassée. Hein. Voilà, c'était quand même. Ouais, le rebond partout, quoi. Le rebond. T'es là, ouais, calme-toi. Donc voilà, c'était un petit peu. C'était un petit peu. Pas trop mal. Ouais. Mais là, ouais, non, je pense qu'il y a de quoi faire. Je veux dire, en plus, elle permet finalement de recycler une carte d'une certaine manière, looter une. Elle peut s'intégrer dans le deck recyclage, quoi. Elle va bien dans le deck recyclage, elle va bien dans les decks Kikar, elle va bien un peu moins bien dans Alécha. Oui. Je pense que. Elle va bien dans le deck Narset. Si vous avez encore un deck Narset. Ouais, si vous jouez encore un deck Narset, arrêtez de le jouer, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas une mauvaise carte, c'est juste que c'est sûr qu'en comparaison avec les deux autres Planeswalkers de l'extension, elle est en dessous. Mais elle est au-dessus de la plupart des commandants qui seraient jouables dans ces couleurs-là, en fait. Et dans cette logique-là de sort non créature, et recyclage, pioche des fausses, looting, tout ce que vous voulez. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, on va parler de la Nécropanthère. Une créature chat et cauchemar qui coûte 3, dont un blanc et un noir. C'est une 3-3 avec la mutation pour 4, dont 2 blanc-noir hybrides. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Ça me rappelle quelque chose. Bizarrement, ça me rappelle Téchar. Non, faut que j'arrête de parler de Téchar. Mais c'est vrai qu'il serait tellement heureux d'être tricolore. Oh mon dieu. Mais ouais, sympathique. Ça me fait penser à Nitroy aussi, dans le même genre. Bah, de toute façon, ça ira dedans. Hein. Nitroy, Tayam aussi, qui lui aussi joue avec les créatures qui ont un coup converti de mana de 3 au moins. Donc intéressant. Ça ira moins bien dans 4 îles par contre, parce que du coup, il a aucun mot-clé. Ouais, mais il est pas vraiment synergique avec. Quoi. Non, c'est une bête pour lancer pour faire de la résilience, pour lancer tes combos, Donc encore une fois, une bête qui peut être jouée un petit peu partout dans les decks qui aiment le sacrifice et les combos débiles. Pourquoi pas. Revanche de la progéniture. Donc c'est un enchantement pour 2, un rouge, un blanc, un noir. Au début du combat, dans votre tour, exilez une carte de créature rouge, blanche ou noire ciblée depuis votre cimetière. Créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté qu'elle est 1-1, et elle acquiert la célérité jusqu'à votre prochain tour. C'est pas mal, hein. C'est intéressant. Ça aussi, je vais la tester pour voir si dans Edgar Markov ça tourne bien. Parce que même si on fait beaucoup de vampires, bien souvent les vampires que je joue, ils vont avoir tendance à avoir des bons effets quand ils attaquent. Ouais. Et ou les effets de l'ordre. Souvent des problèmes pour me relever après une vrasse ou quoi. Donc, ouais. Alors ouais, les effets de l'ordre, hein. C'est vraiment... Ouais, les effets de l'ordre, les ETB, les trucs sur l'attaque, enfin... En fait, voilà, t'es en train de résumer un petit peu tout, c'est que... à ce moment-là, c'est plus le body qui compte avec cet enchantement-là. Ce sont en fait tous les effets, les capacités déclenchées en fait. Ou même les capacités activées, parce que il acquiert la célérité jusqu'au début de jusqu'à ton prochain tour. Donc du coup, ça inclut également le fait de pouvoir activer des capacités en éphémère durant le tour des adversaires. C'est assez intéressant. Oui. Oui, donc il y a quand même cette petite logique-là. Mais... C'est ça, et en fait, elles reviennent. Point important, c'est que la plupart des effets qui font ça, en général, il faut le sacrifier le token après. Ou l'exiler. Là, non, ça reste. Tant qu'on l'a, ça reste. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tricolore après, mais il y a certainement une grosse logique de construction qui peut avoir lieu derrière cet enchantement et de la récursion et les ETB et les capacités déclenchées à l'attaque. Parce que bon, ça fait quand même partie des trucs qu'on a très souvent dans le commandeur qui sont très bien. Et qui plus est, on disait, on en parlait encore dans la vidéo précédente, hein, mais le fait d'avoir la célérité, encore une fois, très bonne capacité, parce que bon, les créatures qui sont obligées d'attendre un tour avant de pouvoir attaquer alors qu'elles ont un gros effet au moment de l'attaque, c'est quand même violent, quoi. Je veux dire, là on parlait d'Audric, le premier du nom. C'est vrai que si tu fais revenir Audric du cimetière avec ça, en disant je lui donne la célérité, boum, il attaque avec plein d'autres créatures et tu peux pas bloquer, en effet, ça fait un peu ninja, quoi. Ça peut être... En fait, c'est une carte qui a un power level équivalent à ceux des cartes que vous allez pouvoir jouer autour. C'est ça.
Voilà. Ça peut être nul comme ça peut être très fort. Ouais. Tous les decks dragons vont pouvoir la tester. Oh mon dieu. Tout. Ah oui. Ça va être violent aussi, ça. Ouais. Comme tu disais, Edgar Markov, vu que t'as pas mal de lords qui donnent plus un à droite à gauche, tu peux les faire revenir et tout, juste les garder comme ça. Je pensais surtout au Sanctum Seeker. Sanctum Seeker, tous les effets passifs, hein, en fait, en gros, qui disent chaque fois qu'il y a une créature qui attaque, voilà. Mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Il y a un potentiel derrière assez énorme. Le design est bien fait, en fait. Ouais. La suivante est pas mal non plus. J'aime beaucoup les cartes de cette extension, en fait. Je vais acheter 4 bottes d'Ikoria, je sens. Non, quand même pas. L'empathie primordiale, un enchantement qui coûte un vert et un bleu. Et au début de votre entretien, piochez une carte si vous contrôlez une créature qui a la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Alors, le truc génial, en fait, c'est que c'est si vous contrôlez une créature qui a la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. C'est pas si vous contrôlez la créature qui a la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. Du coup, ce qui fait que s'il y a ex-aequo, eh ben vous piochez quand même. Vous gagnez même si vous êtes ex-aequo. Voilà. Et l'autre côté... Et sinon, ça fait grossir vos bêtes. Donc vous gagnez aussi. Oui, c'est je gagne ou je gagne. C'est ça, c'est du 100% de gagnant cet enchantement-là. Alors personnellement, moi, il y a un deck dans lequel je vais le mettre tout de suite. Enfin, en fait, je pense qu'il y a plusieurs commandants qui peuvent s'intégrer dedans. Pire-et-Toussi, parce que voilà, marqueur +1/+1 ou de la pioche. En tous les cas, Toussi, il est tout content. Voilà. Oui. Il est Toussi content. Et oui, j'ai fait cette vanne. Alors du coup, je pense aussi à Ezuri, le bleu-vert qui fonctionne avec les marqueurs expérience. Parce que bon, alors il joue beaucoup de petites créatures, donc c'est vrai, on pourrait dire, ouais, mais tu vas pas piocher beaucoup. Ouais, mais le truc, c'est que justement, comme je joue énormément aussi autour des marqueurs +1/+1, le fait d'en gagner un peu partout, l'empathie primordiale, elle peut bien fonctionner pour en rajouter en plus. Qui plus est, bah derrière, je joue Pire-et-Toussi dans le deck, par exemple. On joue également Ardent Scales, voilà, les écailles renforcées. Du coup, ça fait qu'à la place de mettre un marqueur, j'en mets 2. Enfin voilà, ça peut être pas mal du tout. Dès qu'on joue un petit peu prolifération aussi pour ces marqueurs, et on peut très vite dominer le board en fait, et piocher ensuite des cartes. C'est ça en fait qui me semble bien dans cet enchantement, c'est que même si vous jouez pas avec des grosses créatures, s'il arrive, imaginons votre enchantement arrive au tour 3, derrière vos créatures vous allez les faire grossir au fur et à mesure en fait, et sur la longueur vous allez passer en mode je domine et du coup mes créatures sont les plus grosses. Et là vous regagnez du gaz avec l'empathie primordiale et le fait que vous avez un board conséquent. Et vous regagnez de la pioche du coup. Vraiment, je l'aime beaucoup cet enchantement, il est très bien. Ensuite, nous avons... Ah bah, en parlant de grosses créatures. L'écraseur de quartz bois. C'est un dinosaure et bête 6/6 pour 2 rouges et 1 vert. Il a le piétinement. Et à chaque fois qu'au moins une créature avec le piétinement que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature XX vert dinosaure et bête avec le piétinement. X étant le nombre de blessures que ces créatures ont infligées à ce joueur. Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est horrible. Bah, c'est fort, hein. C'est absolument horrible, quoi. C'est pour 5 mana, c'est une 6 piétinement qui a cet effet-là, quoi. What? Alors, moi, j'ai quand même énormément de choses à dire, hein. C'est que on a quand même parlé de cartes tout à l'heure qui donnait le piétinement à toutes vos créatures, du coup, ce qui peut être très fort avec lui. On a une carte qui arrive dans les hybrides qui va tellement vous plaire avec cette carte-là. On a également, je pensais à... Comment il s'appelle encore Stonebro. Stonebro, le héros Crosian. Oh, et alors, attends, son nom français... Front de Roche. C'est Front de Roche. Front de Exactement. Roche. Voilà. Et effectivement, ouais, c'est une 4/4 piétinement pour 5. Ouais. Et quand une créature que tu contrôles avec le piétinement attaque, il gagne +2/+2. +2/+2 Oh bordel. Bien vu. En effet. Bien vu. Bah tu vois, tu peux faire un deck tribal piétinement avec, et avec les cartes d'Ikoria qui sont proposées là. C'est... C'est un peu con-con. Ouais, légèrement. Ouais, bah qui plus est, en plus, il y a un effet snowball derrière, c'est que si jamais t'as réussi à attaquer avec le piétinement, par exemple sur un joueur qui n'a pas beaucoup, ou qui n'a pas du tout de défense, tu fais un dinosaure qui a le piétinement. Donc du coup ça fait que derrière ton écraseur il dit ok bah c'est bien, mes créatures avec le piétinement elles font des dégâts, donc du coup je crée plus de créatures avec le piétinement qui vont faire plus de dégâts, du coup qui vont faire plus de dinosaures avec le piétinement. Wow. Ça qui est stupide quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même traversé un petit peu une frontière, c'est que d'habitude justement
Wizards évitait les cartes qui avaient un effet de snowball comme ça un peu débile, où littéralement la value que je crée, c'est celle qui fait tourner mon engin à value. Et il était là, ah non, là on leur donne les piétinements, y a pas de problème. Non, pas... ouais, non, à lui seul il est fort, mais dans un deck adapté, il est vraiment débile à mon avis. Ah non, mais l'équipe de design, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais... C'est les nouveaux stagiaires, c'est la nouvelle équipe de design de Wizards en fait. Toutes les éditions stagiaire de 3ème qui a fait, non mais on devrait mettre ça, hein. On va révolutionner Magic comme vous l'avez jamais vu auparavant. Ouais. Là. La suivante, c'est le Léosaure Royal. Un dinosaure et chat, ouais, évidemment, qui coûte un rouge et un blanc. C'est une 2-2, avec la mutation pour 1 et 2 hybrides blanc-rouge. Et à chaque fois que cette créature subit une mutation, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est mignon. C'est mignon, mais ce qui est bien en fait, c'est pour la raison pour laquelle je crois qu'on l'avait mis à la base dedans, c'est qu'en fait c'est une carte qui dans les decks Swarm, donc Swarm c'est on met plein de petits tokens, on met 2-3 lords, ça les grossit et puis on fait des grosses phases d'attaque avec. Ouais. C'est typiquement ce que le deck Edgar Markov ou Jirina ils font. Il va bien dedans parce qu'en fait ça va donner un boost supplémentaire pendant les phases d'attaque qui sont un peu pas critiques mais qui sont déterminantes en fait pour la suite. Le dernier ultimatum du set, du cycle. L'ultimatum désastreux. Donc pour 2 rouges, 3 blancs et 2 noirs, t'as un rituel qui dit détruisez tous les permanents non terrain que vos adversaires contrôlent. Hey, il y a des gens qui se plaignaient de Cyclonic Rift, non? Ouais, alors attends. attends, parce que là c'est un rituel. C'est un peu gourmand en couleur. Oui, mais comme tous les ultimatums. Mais c'est très fort. Très fort. J'ai pu la tester pendant que je bidouillais ma liste de Jirina et pouf, c'est vraiment pas mal. En plus, on est dans des couleurs qui sont généralement très aggro, hein, faut le dire. Ouais. Que ça soit en jouant Jirina humain, en jouant Alécha avec le retour des bêtes, ou alors Kalia, version super power du trio infernal et divin. Ouais. Bon voilà. Je veux dire, ouais, Ultimatum désastreux, ça a l'air d'être la solution pour te clean le board et te dire ouais, bah écoute, ce tour-ci, j'ai de quoi vous tuer tous les trois. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je fais la comparaison avec Cyclonic Rift parce que on se retrouve avec un truc qui est asymétrique, qui rase le board. Et qui coûte 7. Et qui coûte 7, voilà. Mais c'est vrai que là, on est plus coloré. Après, ça ne renvoie pas en main, ça détruit. Mais c'est en rituel. Donc du coup... Ouais, voilà, c'est bon, un coup de vieux d'Alcan Horrery. Voilà, mais on est sur un coup, en fait, je pense au niveau du power level, on est sur un équivalent, pour moi, à Cyclonic Rift. Ouais. En version légèrement plus violente, parce que c'est la destruction. Voilà. Mais ça ne gère pas, du coup, les cartes indestructibles. Voilà. Il y a ça aussi. Mais bon, c'est puissant. Le suivant, on en avait déjà parlé aussi dans les Commandeurs 2020, c'est le Crinière de Foudre de Savaille, un élémental et chat, 3-2 pour un rouge et un blanc, et à chaque fois que vous recyclez une carte, vous pouvez payer 2 pour qu'il inflige 2 blessures à la créature ciblée, et vous gagnez 2 points de vie. On en avait parlé assez rapidement dans la vidéo, en disant que c'était juste une bonne value ajoutée au deck recyclage. C'est ça. Voilà. Parce que surtout quand vous arrivez à avoir votre fluctuateur, en fait pour le coup de flash, n'importe quoi. Le coup de recyclage normal, en fait, bah vous allez avoir un effet en plus, donc. C'est cool. C'est plutôt sympa. Ouais. La prophétesse des crânes, pour un noir et un vert, c'est une 3-1, humain et druide, qu'on peut engager pour faire un mana noir ou un mana vert, ou on peut engager pour se meuler de 2. C'est très bien ça. Ouais, c'est une super carte, je trouve. Il a sa flexibilité sympa. C'est ça, c'est encore un d'or qui au début de la partie va vous donner du mana. Après ça va remplir votre cimetière. Pile pour faire pour abuser de je sais pas de Catril ou de Nitroy donc ou Nitroy, voilà. Enfin honnêtement, voilà, encore une fois, finalement les trois commandants vont dans la même logique quoi. Ils joueront pas les mêmes cartes, mais ils iront dans la même logique quoi. C'est après ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas un d'or qui fait uniquement une seule couleur. Je veux dire, on est sur... voilà, le fait d'avoir les deux couleurs disponibles, c'est toujours un peu plus flexible aussi, c'est sympa. Et puis le fait aussi que sa capacité activée, elle demande pas de mana à s'activer, quoi. Tu es là, c'est juste tu l'engages, tu mets les deux cartes, et bon, c'est réglé. Ouais, alors là, c'est vraiment sympa, quoi.
Donc ouais, bravo, j'aime beaucoup cette carte. Le suivant, le souverain des félins célestes. Encore une fois un chat, bordel ils sont partout. Un chat élémental qui coûte 1 bleu et 1 blanc, c'est une 1-1 vol, et il gagne +1/+1 pour chaque autre créature avec le vol que vous contrôlez. Et pour 4 dont 1 blanc et 1 bleu, vous créez un jeton 1-1 blanche, chat et oiseau avec le vol. Il fait des chats oiseaux en plus. Ouais. Oh mon dieu. C'est une version améliorée du Bande des nuages. Ouais. Qui était réédité dans le Guild Kit et qui venait de Dissension. Ouais, c'est vieux, c'est assez ancien. C'est vrai que c'était une carte qui était pas mal jouée dans les decks tribaux vol en fait. C'est pas une tribu, ça, ouais. Voilà, vous aurez compris l'idée. Mais du coup là on est dans la même logique avec un joli mana sync dessus au cas où pour mettre des bloqueurs et pour le booster lui. Ouais. Ma foi, si vous jouez deck vol, c'est sympathique, ouais. Ouais. Ensuite, le Rampe Follet. C'est une créature élémentale et cauchemar 3-2 pour 1 bleu et 2 noirs. Il a le flash. Et à chaque fois que vous lancez un autre sort qui a le flash, vous piochez une carte et chaque adversaire perd un point de vie. Alors, c'est fort. Ouais. Mais par contre, faut préciser une chose. C'est que si vous avez votre Leyline bleu, ou si vous avez Planétaire Vedalken, Planétaire Mécanique Vedalken, ça ne fonctionne pas. Elles ne sont pas considérées comme ayant le flash. Parce que, en gros, ça te permet de lancer les sorts comme s'ils avaient le flash, mais ça leur donne pas le flash. Ce qu'il faut, en fait, c'est... Alors, attends, mince. Je suis en train de me demander si c'est bien le cas, mais est-ce que Teferi donne bien le flash à vos sorts de créatures Oui. Les cartes de créatures que vous possédez, mais qui ne sont pas en jeu, ont le flash. Voilà. Donc, Teferi, mage du Zalfir. Donc, du coup, le Teferi mono-bleu, créature légendaire, est totalement jouable, donne le flash... à toutes vos créatures. Ce qui du coup donne un certain intérêt, ça peut être pas mal avec... c'est ça, en fait c'est ce qu'on disait, je sais plus si c'est tout à l'heure ou dans l'autre vidéo, vu qu'on les enregistre l'une après l'autre, concernant la menace qui était une mécanique qui était jeune, le thème c'est encore plus jeune, parce que là si on regarde bien, il suffit de faire une petite recherche vite fait sur n'importe quel moteur de recherche de Magic pour se rendre compte que des créatures qui ont des cartes qui ont le flash, il n'y en a pas des masses. Non, c'est vrai. Mais la mécanique est très intéressante. Voilà. Le fait de pouvoir nous pousser à jouer ce genre de cartes rend le tout très très intéressant. Je trouve ça pas mal même en fait, le fait que finalement les designers de Magic, ils nous proposent quelque chose de plus, d'original, mais qui reste simple en fait. Ouais. C'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de truc où... en fait, on se retrouve avec... c'est pas le genre de mécanique où le flash, on va le considérer comme une mécanique qu'on va jouer. Tout comme la menace, c'est pas une mécanique autour de laquelle on va jouer. C'est juste, j'ai une créature avec la menace, c'est sympa. J'ai une créature avec le flash ou un sort avec le flash, c'est cool. Mais là, on est vraiment autour de... Ouais, du coup, est-ce que vous pouvez construire autour de cette mécanique-là ? Ça offre un nouvel espace de design, je trouve. Alors après, bon, en dehors du fait qu'on est en train de se branler un peu sur le flash... j'étais très étonné en fait, même quand tu l'as relu, c'est vous piochez une carte et chaque adversaire perd un point de vie. Là où on s'entendrait presque à cause du noir à dire vous piochez une carte et vous perdez un point de vie de manière très classique. Oui. Du coup, ce qui fait que ça devient extrêmement intéressant en fait. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, une carte où déjà ce sera pas notre commandant. Ouais. Et des cartes avec le flash qui sont intéressantes, il y en a. Mais c'est compliqué de faire quelque chose de logique. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose autour ou pas? Pour l'instant, je pense pas. C'est un peu Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu tôt aussi, t'inquiète. Bon, sinon parlons de l'enchantement suivant. Lui, on va devoir en parler un petit peu parce que là, je crois qu'il va y avoir débat. Champ de la création, un enchantement pour 4 dont un vert, un bleu, un rouge. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. A chaque fois que vous lancez un sort, piochez 2 cartes, et au début de votre étape de fin, défaussez-vous de votre main. Wow. Alors moi, il y a une carte que je mettrais pour éviter le dernier effet. C'est un Sundial of the Infinite. Et qu'est-ce que tu t'en fiches de te défausser de ta main? Tu joues cette carte-là, et tu gagnes dans le tour. Ouais, il faut voir en fait quel type de deck autour duquel tu joues ça en fait. Alors toi, je sais dans quel deck tu veux le jouer. Oui. Le monsieur veut jouer Storm en commandeur, voilà. Parce que ça a l'air fort de jouer un sort et de piocher 2 cartes quand tu joues un sort, quoi. Donc ouais.
Ça a l'air en effet très puissant. Alors en plus, si vous avez une omniscience sur le champ de bataille, là, ça va devenir débile. Eh, si je jouais tout mon deck. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, ça. Je devrais le faire un peu plus souvent. Je suis hypé pour la carte, mais pour autre chose que le commandeur, donc... Voilà. Et je pense je sais pas si en commandeur ça peut passer. Néanmoins, si je devrais jouer Calamax, il serait dedans. Ouais. Mais voilà, c'est... Le fait de devoir se défausser de sa main, ça nous pousse à jouer correctement pendant notre tour, quoi. Ouais. Je ne sais pas, après je me dis, peut-être avec des cartes qui permettent de jouer depuis le dessus de la bibliothèque. Je pense, voilà, Melek, le vizir. Ça peut être pas mal aussi, parce que du coup, ça fait que... Enfin, notamment... Oracle 2000 Daya. Oui, Oracle 2000 Daya... Ouais, non, ouais, ça c'est que les terrains, malheureusement. Mais je pense surtout, en fait, au fait que il n'y a pas de restriction sur d'où le sort est lancé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lances un sort, tu vas piocher 2 cartes. Tu peux le faire pendant le tour adverse avec Melek, par exemple, en jouant avec des éphémères. Et du coup, ouais, on rentre en fait dans la logique Calamax, où tu peux dire, bah, j'ai cet enchantement-là, j'ai Melek sur le champ de bataille, j'ai Calamax, je vais jouer des éphémères pendant le tour des adversaires, du coup je vais piocher, et du coup je vais avoir plein de cartes pendant mon tour, mais je pourrais également refaire ma main, en fait, avec le fait de pouvoir jouer depuis le dessus de la bibliothèque, en fait, pendant le tour des adversaires. Après, moi, quand je dis Sundial of the Infinite, parce que, bah ouais, finir le tour sans passer par l'étape de fin, ça a l'air cool pour pas défausser la main, quoi. Moi, c'est un truc qui m'a toujours rebuté dans les cartes Magic qui ont cet effet-là, qui disent faites un gros effet, mais derrière, défaussez-vous de votre main à la fin du tour. Je suis là, ouais, alors bon, c'est bien sympa, mais quand même. Enfin bon. Parce que là, le champ de la création, ok, il nous récompense pour avoir, notamment pour avoir lancé des sorts, mais derrière, il nous permet pas de faire plus de mana, il nous permet juste de jouer un terrain supplémentaire, quoi. Alors, à moins d'avoir le build autour pour dire oui, bah alors je fais plein de mana avec mes terrains. Mais bon, voilà, je pense qu'à partir du moment où vous faites plein de mana avec vos terrains, le champ de la création, c'est juste un bonus au-dessus du reste, quoi. Ça. Voilà. Je pense que c'est à builder de manière intelligente autour. Oui, voilà. C'est pas juste celle dont on parlera un peu après qui dit tu fais un truc, t'es récompensé et t'as pas de downside, en fait. Voilà. Là vous êtes très récompensé. Ouais. Mais par contre, vous avez plus de mal à la fin de votre tour, quoi. Donc, bon. Ouais. Donc, vraiment, à penser de manière intelligente, mais je pense que ça peut être très fort comme outil dans un deck. Est-ce qu'il n'y a pas un truc Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet de phase out un permanent? Si, mais... Parce que si tu phase out le champ avant la fin du tour... On est en blanc-bleu... En blanc-rouge-vert... en bleu-rouge-vert, pardon. Peut-être en bleu, je sais pas. Peut-être Parce qu'on est d'accord que dans les règles, si on déphase le permanent, on n'a pas l'effet de défausser notre main. Et il revient au tour d'après. Oui, oui, ça peut être intéressant aussi. Oui, si c'est très tiré par les cheveux, mais... Si on peut le déphaser avant notre fin de tour, en effet, ça peut être... Bah voilà, on aurait quelques effets comme ça dans le deck, je pense, hein, qui permettraient de l'empêcher d'être encore là. Ouais, faut voir. Faut voir. Alors, ensuite, nous avons le nid de Titan, qui est l'enchantement Sultai. Parce que oui, il y a un enchantement par... Voilà, c'est un cycle, mais on l'a pas précisé. Donc, pour un noir, un vert, un bleu, donc c'est un enchantement. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Au début de notre entretien, on surveille 1. Exilez une carte de votre cimetière, 2 points. Ajoutez un mana incolore. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de couleur et 100 X dans son coup de mana. Wow. Alors là c'est étrange parce que du coup on est face à une carte qui revient sur la logique Sultai classique. Ouais. On n'a pas de... Où est la mutation là-dedans? Elle y est pas, on est bien d'accord. C'était là, ouais. Bah, du coup en fait ça fait un presque doublon avec l'Oasis dont on a parlé tout à l'heure. On joue à nouveau sur le cimetière. Alors l'effet c'est un effet Ascanta en fait finalement. C'est voilà, vous allez pouvoir mettre la carte du sud dans votre cimetière directement. C'est ascendant Sultai à l'époque. Voilà. Ascanta du coup en mono bleu, sympa. Mais j'avoue que là la restriction de dire ouais vous pouvez lancer uniquement enfin utiliser ce mana uniquement pour les sorts de couleur. Du coup ça fait ah tu voulais jouer un deck Eldrazi bleu noir vert, ah bah non tu peux pas. Parce que bon avec les Eldrazi... voilà, et il faut pas qu'il y ait d'X non plus. Du coup, ça veut dire que
laisser tomber les combos ou genre les balistes à 200. Ou les Torment. Oh, les Torment a fait le Fire, voilà. Bah, c'est vrai que ça aurait été un peu stupide, t'aurais joué un deck self-meul avec ça dedans et tu dis ok bah ouais j'ai Torment a fait le Fire, bam. C'est étrange, c'est intéressant. Mais c'est étrange en fait, parce que t'as tellement envie de le jouer dans certains cas précis, et ces cas en fait te disent, le nid de titan te dit oui mais t'as pas le droit. Ouais, carrément. Ouais, c'est un peu... Je voulais faire Jojo. Ah bah non, t'as pas le droit. Nope. On reviendra plus tard. Bon, bah du coup, on va aborder le dernier enchantement du cycle. On va aborder Tourbillon de pensée, qui coûte 4, dont un bleu, un rouge et un blanc. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, piochez une carte. Ok. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait du champ de création. Là, c'est plus simple. Ouais. T'as moins de récompenses à faire des trucs, mais c'est beaucoup plus facile, quoi. Voilà. Ah, c'est juste, bah, tu joues un sort non-créature, ok, pioche. Il y a 0 contre-coup. Ça fait beaucoup penser à l'ascendance G-Sky, du coup, qui va très bien avec. Donc, tourbillon de pensée, typiquement, Elcha, Kikar, le deck recyclage, Narset. Ouais, la Narset originale aussi, voilà. Si quelqu'un a encore un deck Shuyun, ouais. je tiens à lui dire déjà, bah, bravo mec. Et tu peux peut-être aussi le rentrer dans... Comment elle s'appelle encore? Ah mince. De qui? Ah, la chèvre. Zedrou. Zedrou. Ouais, parce que tu lances quand même pas mal de sorts non-créatures dans Zedrou. Donc ça peut être pas mal aussi de pouvoir repiocher rapidement. En plus, l'enchantement est pas cher. Le flamboiement du Zénith, donc un éphémère pour 2, un rouge et un blanc, qui était édité dans le deck recyclage. Ouais. Donc c'est un éphémère. Le flamboiement du Zénith inflige X blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de cartes avec une capacité de recyclage dans votre cimetière. Sympathique, on avait parlé. C'est l'assurance que les cartes que vous avez recyclées, y ait une plus-value à la fin, quoi. À un moment où vous voulez vraiment gérer une créature, gérer un joueur éventuellement, pourquoi pas. Je pense que c'est envisageable, et surtout, je pense que dans un deck avec le recyclage, les gens auront moins tendance à gérer votre cimetière. Parce que la value, vous l'avez surtout au moment où vous recyclez la carte, ou vous vous en défaussez. Pas tellement après coup. Contrairement à d'autres decks qu'il y a dans l'extension et dans le Commander 2020. Je veux dire, où là, c'est oh mon dieu, je vais jouer les reliques de Progenitus dans tous mes decks. Voilà. Ouais, c'est... Voilà, mais là... C'est vrai qu'ils sont quand même assez centrés sur le cimetière, je trouve, cette année. Ouais, bah, c'est des mécaniques qui s'y portent plutôt pas mal, quoi. Ouais. Ils ont... Après, c'est Abzan et là, du coup, le recyclage qui sont surtout basés autour de ça, quoi. Sultai a changé un peu de direction. Enfin, sauf cet enchantement-là qu'on n'a pas compris. Ouais. La suivante, c'est la bride vigilance alerte. Alors là, si vous savez pas quelle capacité elle a, si vous avez mal entendu le nom de la carte. C'est un humain éclaireur qui coûte 3, dont 2 hybrides blanc-vert. C'est une 2-4 vigilance. Waouh! Et au début de votre étape de fin, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature avec la vigilance que vous contrôlez. Eh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a parlé d'un truc dans la vidéo précédente qui mentionnait les créatures avec la vigilance. Ouais, le mentor. Ouais, le mentor. En fait, quand ils ont designé le truc, ils ont aussi mis en hybride unco de paire de couleurs alliées une créature qui va avec une capacité du set. Voilà. Donc là, on a la vigilance. Ouais, bof. Parce qu'en fait, ça va juste te faire gagner des points de vie. Ça temporise. Capacité. Après, mais ça va pas augmenter la taille de ton truc, la puissance de ton armée virtuellement. Non. Je trouve ça mouais. C'est mouais, mais moi je me dis que c'est un mouais plutôt sympathique. C'est-à-dire que on est dans des couleurs qui peuvent jouer sur la vigilance. Bon voilà, on avait des exemples, hein, Always Watching et Vertu Intangible par exemple pour vos créatures jetons, non jetons. Eliod également qui donne à toutes vos créatures. Mais le bris de vigilance en fait, le truc c'est que pour moi la vigilance c'est déjà une capacité qu'il a pour temporiser. Parce que tu peux attaquer et bloquer. Et le fait d'avoir en plus un gain de points de vie derrière, c'est presque, voilà, moins tu m'attaques et plus j'ai le temps de me builder un sac de points de vie en plus, quoi. C'est une carte de tempo, on est d'accord. Ouais. Mais après, quand on voit en fait, quand tu vois les 4 autres,
Ouais, il y a une différence de level. Bah, on va parler de la suivante, du coup, qui est la bride nuit rusée, qui est donc dans le même cycle. Elle est pour 2 mana hybride bleu-noir. C'est une 2-2 humain et gredin. Elle a le flash. Et elle dit que les sorts avec le flash que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer et ne peuvent pas être contrecarrés. Violence absolue. Ouais, c'est déjà un peu plus piquant, on va dire. Ouais. Après, je pense que... Alors, encore une fois, même le même truc, commentaire global que pour le ramp follet. Le flash, en tant que mécanique d'Ymir, c'est encore un peu jeune. On n'a pas assez de bonnes cartes. Il y en a, encore une fois, mais c'est pas encore ça, quoi, pour que ça fasse un truc qui tienne vraiment la route. Disons que ça va être un peu funky si vous faites ça. Ouais, voilà. Par contre, ouais, ça risque d'être très très fun. Hein. Mais vous attendez pas à dépasser un niveau de puissance 3 ou 4, par exemple. Ouais. Ne serait-ce que parce que, déjà, en termes de commandant, il n'y a rien. Il y a rien vous allez de... mettre un... Ah, mais je crois qu'il n'y a aucune créature. Donc, surtout, voilà, il y a mono bleu, mais voilà, c'est tout. Ouais, voilà, mais du coup, vous allez tenter de faire un truc qui va être un peu clunky, ça tiendra pas forcément debout, et voilà. Après, son effet en lui-même, à elle, il est quand même très intéressant, je veux dire, pas contrecarrable, réduire le coût de 1, on est face quand même à un effet qui est assez violent à jouer, quoi, donc ouais, il y a quand même une place, dans ce futur deck flash, on va espérer. C'est ça. Pour la bride nuit, une place de choix, quoi. Alors, le suivant ne fait pas partie du cycle des brides, du coup, comme il s'appelle. L'artisan fielleux, c'est une créature cauchemar pour 2 hybrides noir-vert, c'est une 1-1. Il gagne +1/+1 pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Et pour X plus un hybride noir-vert, et en l'engageant, sacrifiez une autre créature, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, mettez-la sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre bibliothèque, n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ouais. Alors, comment dire? C'est pété! Est-ce que vous vous souvenez de cause de gestation? Oh mon dieu. Bah voilà. Ouais, mais là c'est pire en fait, parce que techniquement vous allez... en fait vous allez tuto et mettre en jeu directement une carte de créature à X. C'est littéralement un Green Sun Zenith sur une créature réutilisable. Vous avez juste besoin de sacrifier une créature, c'est tout. Alors, indice, le noir-vert le fait très bien. Oui. Générer des jetons à chaque tour, ça le connaît aussi, le noir. Hein. Donc, oui. Ou même le vert, tu mets une zone d'émergence. Ouais, zone d'émergence, zone d'éveil. Pas de problème. Mais, des créatures qui reviennent, genre le Bloodghast. Ouais, voilà. Donc, je veux dire, il n'y a aucun problème. On est sur une capacité, pour moi, qui est complètement stupide. Ouais. Le +1/+1, c'est anecdotique. C'est juste sa capacité activée qui fait que c'est une bonne carte. Alors, je pense que, ouais, si vous voyez un deck noir-vert jouer avec ça dedans, dézinguez-le le plus vite possible. Franchement. On est d'accord. Ça fait partie de ces cartes, encore une fois, qui aimeraient bien avoir la célérité, en fait, dès qu'elles peuvent. Donc, du coup, si elles ne l'ont pas, gérez-la. Ne la laissez pas sur le champ de bataille. En fait, le truc, c'est que là, avec ce set, on voit tellement de cartes avec un power level abusif et qui trichent avec les arrivées de cartes en jeu, que je pense qu'on va revoir des cartes comme Prêtresse de confinement, Lave-main, Cérébro-censeur. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des decks qui seront là, oui, mais moi je peux pas faire ça. Donc du coup, je vois pas pourquoi toi t'aurais le droit de tricher. Donc je bloque tout le monde. Et je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Ouais, à voir. Ou alors ça va être l'inverse. Étant donné que, je veux dire, les sorts de triche qu'on a dans cette extension sont dans toutes les couleurs, peut-être qu'on va avoir une augmentation du power level des decks, juste par la présence de ces cartes-là. C'est intéressant. En blanc, il y en a pas beaucoup par exemple. Oh, ouais. C'est une des rares... Enfin, la meilleure carte blanche qui nous est donnée, pour moi, c'est le magistrat. Hein. Ouais, bah du coup, il a un moyen de contrecarrer ça, en fait, le blanc. Ouais. Intéressant. On verra. On verra comment le monde du commandeur... ouais, sachant que bien évidemment, d'un playgroup à l'autre, la méta est pas pareille. Ouais. Et on peut pas vraiment parler de méta, puisqu'il faut pas oublier qu'on joue à un format qui est censé être casu et fun. Ouais. Avant tout. Yep. Le bris de ciel allègre. Donc pour 1 et 2 hybrides bleus, c'est un humain et sorcier 2-2, il a le vol. Les créatures avec le vol que vous contrôlez ont les sorts
que vos adversaires lancent et qui cible cette créature coûte 2 de plus à lancer. Et ben je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette petite bête. Je veux dire, c'est pas vraiment étonnant puisque bon, avoir en plus de la protection sur vos créatures avec le vol, si vous jouez un deck qui a accès, bon logiquement vol parce que là c'est blanc-bleu en plus, oui ça a l'air sympathique hein. Oh, tu joues ça avec Kira. Kira. Le grand fileur de verre qui dit que le premier sort à chaque fois est contré. Ah oui. Ouais. T'attaques que avec des piou-piou nuls, tu vois. Oh mon Comme Dieu. le... Enfin nul non parce que tu peux jouer le faucon du guérisseur qui est une très bonne... Un vol lien de vie pour 1. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, enfin bon, ouais. Avoir un deck vol qui peut en plus être protégé, c'est très intéressant quoi. C'est ça. Et contrairement à Flash ou à Menace, les créatures avec le vol, il y en a depuis le début dans Magic. Donc, non je te jure. Oh mon Dieu. Et du coup là, il y a de quoi faire quoi. Ouais, il y a du taf possible avec ce bris de ciel. Mm. Bon, parlons du gros morceau. Le fier bride croissance. Un humain et guerrier, 4-3 pour 4 dont 2 hybrides rouge-vert. Il a le piétinement, et devinez quoi? Il dit que les créatures avec le piétinement que vous contrôlez ont. Vous pouvez faire que cette créature attribue ses blessures de combat comme si elle n'était pas bloquée. En gros, il donne le surpiétinement à vos créatures, littéralement. Alors, il les transforme en Rox ou en élémental d'épine, ce qui est fort pratique. Parce que vous vous souvenez tout à l'heure du dino dont on parlait, là, qui faisait des XX en fonction des blessures infligées par vos créatures qui ont le piétinement aux adversaires. Bah, avec lui, ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Ça a l'air même plutôt très violent. Ouais, vraiment. Donc ouais, là, il y a une pure violence. Moi, je dis, hein, Front de Roche, visiblement, pourrait être monté de manière très optimisée avec ce genre de créature. Hein. Ouais. Avec pas grand-chose, c'est largement suffisant. C'est incroyable. Cette capacité est débile. En fait, elle est d'autant plus que, comme pour la créature d'avant, c'est un truc où on a tellement un pool important de créatures depuis le début que ben ça la rend intrinsèquement plus forte en fait. Ouais, ça devrait pas être un problème de monter un deck avec Clairement. ce genre de mécanique en élément principal en fait. Clairement. C'est violent. Bravo. Le suivant est pas le mal. Le bris de cri. Pardon? Le suivant est pas mal non plus. Oui, je l'aime beaucoup celui-là. Le bris de cri sonore, donc pour 1 et 2 hybrides noir-rouge, c'est un humain et guerrier 2-2, il a la menace. Et il dit que chaque créature avec la menace que vous contrôlez ne peut pas être bloquée, excepté par 3 créatures ou plus. Il a la super menace. Il est vraiment menace. Il les rend vraiment très menaçant. C'est... What? Alors là, du coup, on se retrouve à nouveau comme pour le Flash, en fait, avec... Eh, mais attends, la menace, ça pourrait être une mécanique sympa à faire un deck Commander tout autour. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, c'est violent. Hein. Honnêtement, c'est vraiment violent. Graven. Graven, ouais, je me doute bien, et là, tu vas t'éclater avec. Même, je pense que, ouais, on n'est pas à l'abri d'avoir bientôt un petit deck gobelin. Ouais. Avec toutes mes créatures ont la menace. Ouais, c'est faisable. Je commence à me dire qu'en standard aussi, ça va faire mal. Ça, avec le dino en plus à côté. Oui, et tu peux jouer ça dans un shell Rakdos un peu aggro plutôt que le Rakdos sacrifice qui existe jusqu'à présent. Ouais, ça me semble faisable. Bon, on va pas parler du standard, mais c'est vrai que là, il y a une certaine violence là-dessus, parce que bon, 3 créatures, autant je trouvais que 2, c'était déjà, bon, ça pouvait avoir un contre-coup, mais c'est vrai que 3, il suffit en plus que tu donnes un autre mot-clé qui est très sympathique, la menace qui s'appelle le contact mortel, et t'es là, t'arrives à gérer 3 créatures en même temps, what? Ça peut vraiment être sympa, quoi. Sinon, mis à part, je viens de regarder, et tu savais que le Angrat de War of the Spark donnait la menace à toutes tes créatures? Oui. Ah oui, c'est pour ça qu'il est extrêmement fort. Et aussi c'est un guerrier, donc il ira bien dans les builds de Najila. Oui. Puisqu'il y a un guerrier dans les builds soft de Najila. Hein. On parle pas des decks combo. Pas le deck combo ni le deck de CEDH. Ouais. Et parce que dedans tu as il y a un humain qui donne la menace à tous les guerriers quand il attaque. Le Furie-Menton de sang. Ouais. Donc, mais il manque encore ce truc qui dit que tout a la menace. Bah, à part du coup on a en gratte, voilà, mais c'est... Ouais, voilà. Mais tu vois, on n'est pas à l'abri d'avoir bientôt un chef gobelin en Rakdos qui le fasse, quoi.
C'est à voir s'il n'y a pas déjà en fait des cartes qui ont été erratées, aussi des anciennes cartes, en gros où les cartes disaient que mince, je vais y arriver, que les cartes disaient que que toutes tes créatures ne pouvaient pas être bloquées par par moins de 2 créatures. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y a pas eu un errata là-dessus, parce que bon, ça peut être sympathique. On va passer aux artefacts. Alors il n'y a pas grand chose en comparaison avec le multicolore, ça devrait aller un peu plus vite. On a le géant cristallin, une créature artefact géant 3-3 pour 3. Et au début du combat pendant votre tour, choisissez au hasard une sorte de marqueur que le géant cristallin n'a pas sur lui. Parmi vol, initiative, contact mortel, défense talismanique, lien de vie, menace, portée, piétinement, vigilance et +1/+1. Mettez un marqueur de cette sorte sur le géant cristallin. Bon, il est là pour le fun, hein, on va le dire. Oui. Mais c'est là qu'on sent qu'il commence un peu à penser à... On va digresser un petit peu, encore une fois. On commence à voir qu'il pense plus à Arena, en fait. Ouais. Avec le côté très hasardeux. Ouais, le côté aléatoire, ça, plus par exemple avec les compagnons qui peuvent check automatiquement si ton deck il est valable ou pas. Ouais. Mais ils essaient d'intégrer un peu d'aléatoire dans le... Ouais. C'est assez intéressant, je trouve. Oui, par contre, oui. Même, enfin, je veux dire, les différents mots-clés proposés sont tous intéressants. On n'a pas de mots-clés qui soient vraiment pourris. On n'a pas non plus d'overpower. Je veux dire, il n'y a pas indestructible, il n'y a pas double initiative dedans. Donc ça fait que ça reste. Et à côté, il n'y a pas défenseur. Et il n'y a pas défenseur. Heureusement, oui. Il n'y a pas dans les pourris. Vraiment. Là, ça aurait été le vrai troll, tu vas te mettre. Ou défenseur. Ah bah. Je sais pas si je vais le jouer. Après, il y a le +1/+1 aussi qui est dedans et qui me fait dire aussi que dans un deck qui peut proliférer un petit peu, ça peut être sympathique quand même de l'avoir. On peut quand même se permettre du coup d'avoir une créature qui va une fois de temps en temps être une créature initiative, une autre vol, ou des fois il va avoir le piétinement ou la vigilance et du coup il va gagner marqueur +1/+1. Et qui plus est, voilà, ça tombe vite. C'est pas un truc qui coûte super cher en mana. Donc bon, ça peut être sympathiquement cool, on va dire. Ouais. Voilà. L'autre est moins sympathiquement cool. Bah, il est un peu plus cassé. Donc on va parler de l'Ozolite. C'est un artefact légendaire qui coûte 1 mana incolore. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ces marqueurs sur l'Ozolite. Au début du combat pendant votre tour, si l'Ozolite a des marqueurs sur lui, vous pouvez déplacer tous les marqueurs de l'Ozolite sur une créature ciblée. Ok. Thibaut, comment ça se passe le déplacement des marqueurs? Est-ce qu'on considère que les marqueurs quittent le permanent et c'est des nouveaux marqueurs qui sont mis dessus? Techniquement, les marqueurs sont mis dessus. Le fait de faire un déplacement, le fait de dire qu'on déplace, en fait, ça veut dire qu'on les retire de l'un pour remettre la même quantité sur l'autre. Ok. Donc, pire. Oui. Hardened Scales. Oui. Saison de dédoublement. Oui. Tout ça, ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment... Alors, maintenant, il y a deux trucs. Est-ce qu'on s'étale sur la carte en disant toutes les possibilités qu'il y a, ou on se rend compte qu'en fait, c'est fort et les gens le savent et... C'est extrêmement fort, ça coûte que 1. Si vous mettez saison de dédoublement à côté, ça devient d'un stupide impossible, parce qu'en fait, les marqueurs qui sont mis sur l'Ozolite sont également doublés au moment où ils sont mis. Puisque, voilà, c'est un permanent qui gagne des marqueurs. Du coup, voilà, c'est stupide. Et derrière, voilà, ça les remet ailleurs. Tu mets ça avec crâne bruyère. Ouais, c'est assez stupide. C'est vraiment très con. C'est peut-être un peu trop fort, en fait, même. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour. Beaucoup trop de choses. Et de toute façon, tous les decks marqueurs +1/+1 vont l'intégrer automatiquement. Moi, c'est déjà prévu. Hein, je veux dire, là, c'est déjà prévu pour mon deck Ezuri. Donc, ouais, non, là, il y a un power level assez impressionnant sur cette carte qui... je commence à me demander, en fait, quelle va être la place de cette carte dans le Commander. Dans quels endroits elle va pas être jouée, en fait. On n'est pas loin d'un niveau de puissance de l'Etherflux Réservoir, mais je pense qu'on est... Bah, je pense qu'on est sur un même niveau de puissance, parce que ça appelle à certains decks en particulier. Ouais, mais la carte, elle fait pas gagner. Générale. Elle fait pas gagner, mais elle met... comment dire, elle s'intègre dans pas mal de decks, en fait, finalement. Pas tous. Voilà, vous n'allez pas la jouer dans tous les decks, c'est sûr. Pas tous, mais voilà. Ça, il y a un intérêt grandissant, parce que la mécanique qui est simple, celle des marqueurs, qui se trouve depuis très longtemps dans Magic... je veux dire, le fait de pouvoir les conserver, les déplacer, c'est puissant. À ce coup de mana, c'est extrêmement puissant. Donc bon,
Faites-vous plaisir avec. On va parler rapidement des 5 cailloux, les cristaux. Voilà, bon, on va pas les présenter. On a un cristal en fait pour chaque combinaison tricolore. On avait parlé de celui de Rogreen qui était le bleu rouge blanc, donc qui était dans le deck recyclage, parce qu'en fait tous ces cailloux coûtent 3 mana. Ils font chacun du coup les 3 couleurs de mana correspondant en gros à la tribu dans laquelle ils sont issus. Et derrière ils se recyclent tous pour 2 mana. Ce qui en fait des très bons cailloux ma foi. Ouais, c'est ce qu'on disait. C'est bien parce qu'ils sont versatiles, on les veut en début de partie pour pouvoir ramper et les piocher un peu plus tard quand on est tour 5 ou 6, c'est pas trop gênant non plus. Enfin 6 ou 7 plutôt. C'est pas trop gênant non plus puisqu'en fait on pourra toujours les recycler. Donc voilà. Ils ont une utilité, c'est cool. Oui, c'est un peu à la manière on en parlait de sphère du commandant, qui voilà, elle se sacrifie pour pouvoir piocher, donc du coup c'est vrai que on préfère l'avoir en début de partie puis la sacrifier en fin de partie si jamais il y a besoin. Voilà, là, c'est l'utilité, elle est aussi dans la main en cas de débordement intensif de cailloux dans la main. Mais franchement, bien. C'est un bon cycle sympathique qui pourra s'intégrer facilement dans beaucoup de decks, je pense. Voilà. Enfin, tricolore et plus, malheureusement. Voilà, ça c'est la grande différence avec la sphère du commandant. Mais ma foi, c'est bien, c'est très bien. Bon, et ensuite, on va parler des terrains avec, attention, très attendu, l'enclave des breeders. Ouais, donc l'enclave des breeders, un terrain qu'on peut engager pour ajouter un mana incolore. Et pour 3 incolores, on peut l'engager, piocher une carte, n'activer cette capacité que si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Bah mine de rien, il y a beaucoup de decks dans lesquels il va. Ouais, c'est assez facile d'avoir une créature qui a 4 de force. C'est violent, hein. Je trouve le fait, c'est pas en enfin ça se fait en éphémère. T'as qu'une seule contrainte qui est quand même relativement facile. Ouais. Après ça coûte 4, mais bon. 3. Ah, et 4 avec 3, le terrain engagé, oui, d'accord. Bah oui. Ça te coûte 4 terrains, ouais. Après, bon, je pense que quand t'es en fin de partie, tu peux te permettre de dépenser un peu plus ton mana. Clairement. C'est un truc pour redonner du gaz au moment où t'en as le plus besoin. C'est ça. C'est mignon dans les decks qui en ont besoin, quoi. Voilà. Mais bon, le problème est pas là. Le problème, il vient des 5 terrains suivants. Les triomes, parce que oui, les biomes, voilà, il y a les triomes. Waouh. Donc les triomes d'Idanta, de Ketria, de Rogreen, de Savaille et de Zagoth. Par pitié, ne faites pas apprendre ça par cœur pour désigner les tricolores. On les avait déjà appris auparavant. Qui sont en fait tous des terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagés, qui se recyclent pour 3, mais surtout, ils ont tous les 3 types de terrains de base dans leur type de terrain. Donc ce sont des terrains plaine, marée, forêt, forêt, île, montagne plaine, montagne, plaine, marée, et marée, forêt et île. Du coup, ça veut dire qu'ils sont fetchables. Quand on parlait de power creep. Voilà, on est sur un... Ouais. Parce que, alors, si vous connaissiez pas, on avait avant des trilands qui existaient. Alors, quand on dit triland, c'est juste parce qu'ils faisaient 3 couleurs de mana. Techniquement, ils n'avaient pas les types de terrain comme ceux-ci. Voilà, ils arrivaient tous engagés, point. Il n'y avait rien d'autre. Et déjà, ils étaient joués partout dans les decks, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs. Honnêtement, je me souviens pas de ne pas en avoir vu, à part peut-être dans les decks super optimisés, qui peuvent se permettre d'avoir des bilans dans tous les sens. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du 3 couleurs et plus, on avait tendance à systématiquement les jouer. Ce qui était déjà très bien, on était très content de les avoir. Mais là, c'est simple en fait. Pourquoi est-ce qu'on irait jouer encore ces vieux trilands là, quand on peut avoir cela à la place? Non, je mets les deux. Ouais, moi je mettrais les deux. Dans les decks, déjà dans un deck tricolore, je mettrais les deux, parce que c'est typiquement 2 terrains qui me font 3 couleurs, je suis content. Après, dans un deck 5 couleurs, je préférerais ceux-là avec des fetchlands plutôt que les autres. Voilà. C'est sûr que tous ceux qui jouent, je sais pas, Slivoid ou Ur-Dragon, ou Kenrit, bon voilà, oui, c'est sûr. Mince, ça veut dire que je vais devoir acheter quelques playsets de ces cartes-là en fait. Oui. Ouais, c'est fort. Je veux dire, il y a pas grand-chose à dire. Le fait que les terrains soient fetchables, déjà de base, ça va donner une certaine puissance au deck. De l'autre côté, le fait qu'ils soient recyclables, c'est très intéressant. J'en avais déjà parlé notamment dans les recycle-lands de Amonkhet, qui était très intéressant pour le coup à ce niveau-là. Ils arrivaient aussi engagés, voilà, c'était des bilans, bien sûr, mais et fetchables aussi. Donc du coup, on est vraiment dans la même logique.
Donc ouais, non, il y a une place en commandeur pour ces cartes-là. Soit en Clairement. plus des Triland classiques, soit à la place dans certains decks, notamment les 5 couleurs, voilà. Plutôt les 5 couleurs et les 4 couleurs, je pense. Dans les tricolores, autant intégrer les deux. Ouais. Voilà. Après, tout dépend de votre budget, tout dépend aussi de la cote qu'ils vont avoir, parce que je ne sais pas actuellement à combien ils sont cotés en pré-vente. Est-ce qu'ils vont décoller ou est-ce qu'ils vont chuter comme pas possible? Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Je pense qu'en dehors du commandeur, ces cartes-là, peut-être dans le standard, si jamais il y a des decks tricolores qui décollent un petit peu. Mais... ils sont pas si chers, hein, là, quand on regarde. Tu les as sous les yeux? D'accord. Ouais. Ils sont à combien à peu près? Ça va de... Bon, on parle du premier prix, on va pas s'embêter à... Voilà, oui. Le premier prix, c'est 5,30 € et maximum, ça fait 7,80 € pour le Zagot. D'accord. Ça équivaut à des Ravland, quoi. Après, on est dans une situation globale où c'est compliqué de savoir ce qui va se passer plus tard à cause du confinement et tout ça. Donc, l'économie de Magic, faut pas croire, elle est très empathie aussi. Ouais. Et en fait, c'est surtout le truc, c'est que ces terrains-là, ils arrivent en jeu engagé. Ouais, donc du coup, dans des formats plus rapides comme le moderne, Legacy Vintage, c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, même le standard, je doute. Surtout qu'on a encore les Ravland dans le standard qui existe. Hein. Ouais. Donc voilà, en comparaison, en fait, ils seront inférieurs dans ces formats-là. Mais dans le nôtre, par contre, ils sont supérieurs à ce qu'on avait déjà en tricolore. Quoi. Je pense que c'est... D'habitude, on dit tout le temps, attendez que ça sorte du standard avant d'en prendre. Là, peut-être pas. Là, je pense qu'il faudra attendre faudrait peut-être les prendre à la sortie. Peut-être pas à la sortie. J'attendrai peut-être genre un petit mois, 3 semaines, on va dire. Après, ça dépend de la situation globale. C'est toujours la même situation. Ouais, voilà. C'est qu'actuellement, on ne peut pas vous dire de manière classique, bah écoutez, de toute façon, 3 semaines après la sortie, il y a beaucoup de boîtes qui ont été ouvertes, beaucoup de drafts qui ont été faits, les cartes auront été mises en vente sur MKM et tout, il n'y a pas de problème. Vous l'aurez pour pas trop cher. À ce moment-là, c'est le prix le moins cher. Là, on ne peut pas vous dire, 3 semaines après la sortie, donc du coup mi-juin quasiment, ça serait le meilleur moment pour acheter cette carte-là. Parce que, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir autant d'achats de boîtes que d'habitude? Est-ce qu'il va y en avoir plus? Parce que les gens vont peut-être le faire aussi à la maison avec des ouvertures, etc. Ils vont se faire des petits scellés avec leurs femmes ou leurs enfants. À la famille. Avec la famille ou les quelques amis avec qui ils sont confinés. Est-ce que voilà, il va y avoir une chute au niveau de la vente de boîtes parce que justement les gens ne vont pas aller drafter en boutique, tout ça? Aucune idée. On est vraiment dans l'inconnu complet. Voilà. Mais honnêtement, déjà vu les prix qui sont proposés pour le moment sur MKM en pré-vente, qui sont généralement des prix un petit peu renforcés, voilà, un petit peu au-dessus de ce qu'on pourrait attendre, honnêtement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ces terrains-là, on puisse les avoir d'ici, alors peut-être pas un mois après la sortie, mais peut-être 2 ou 3 mois après, on puisse les avoir aux alentours de 4 € unité. Voilà. Ce qui me semble plutôt correct. Il me semble que de mémoire, c'était quasiment le prix des Amonkhet à l'époque. Voilà. Mais même aujourd'hui, les Amonkhet, voilà, c'est des terrains comme ils sont assez lents, mais très utilisables dans notre format. Ils sont moins chers que ce qu'on pourrait attendre. Ils sont quasiment... Ils sont pareils, hein. Voilà. En fait, si on regarde sur la même logique. Ils sont fetchables, ils arrivent en jeu engagé et ils se recyclent. Voilà, c'est la même logique. Donc voilà. On s'attendait à ce que justement le cycle de Amonkhet soit bouclé avec les autres bilans ennemis. Finalement, non. Voilà, on est passé sur les Triland, c'est assez intéressant. Mais on a eu un peu mieux. Un peu mieux, en effet. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu penses globalement, Aymeric, de cette édition Ikoria? Maintenant qu'on c'est très bien. C'est très bien au global. Très bonne surprise. Un power creep, mais ça on en a parlé, qu'ils ont mis en avant. Et du coup, étant donné que en fait ça va être progressif, ça va bouleverser les formats petit à petit. Et nous, on sera, je pense, les plus lents à shifter vers un truc comme ça, où on aura beaucoup de cartes Ikoria, mais pas dans l'immédiat. Alors, ça va être différent, parce qu'il y aura dans un premier temps le moment de la nouveauté, où des gens vont essayer les decks, donc on va les voir beaucoup. Puis ensuite, ils vont retourner vers leurs anciennes habitudes. Les classiques. C'est ça, les classiques. Pour ensuite se dire, mais en fait, je pourrais peut-être quand même intégrer ça. C'est toujours pareil, on est dans des phases de test, de découverte, où les gens ont besoin de découvrir les nouvelles cartes à fond, puis ensuite de revenir sur les anciennes et de dire attends, mais je peux peut-être mélanger les deux. Et après c'est aussi pour ça que nous on est là aussi pour envisager un petit peu l'avenir et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être envisageable dans notre format. C'est pour ça aussi qu'on va essayer de vous proposer des
deck qui mélange un peu ancien et nouveau, avec ses nouveaux commandants. Donc on va voir. Alors du coup, ce qui va être prévu, ça va être des deck tech de Commander 2020. On va essayer de faire un deck tech par deck. Ça va être compliqué. Et ensuite de voir pour quelques commandants d'Ikoria. Ça va faire beaucoup de deck tech. Je pense que ça va être 5 et 1 ou 2 en plus. Ouais, 5, 1 ou 2, ou peut-être 3 en plus. Ouais. Selon mes préférences. Sur Ikoria, j'avoue que je vais pas trop me forcer sur les commandants parce que bon, on a beaucoup parlé. Ils sont quand même globalement moins intéressants. Ouais, il y a moins d'originalité. Mais après. Par rapport à ce qu'on vient d'avoir avec les Commander 20. Quoi. Ouais, après, si moi je dois parler d'Ikoria un petit peu comme extension, j'aime beaucoup cette extension parce qu'en fait, on est dans un. On a réussi, pour moi, avec les cartes qui ont été présentées, à avoir un petit peu un juste milieu entre notre format, le Commander, et les formats plus rapides en 60 cartes. C'est-à-dire que on a le Power Creep qui a un peu augmenté. Bon, du coup, je pense que ça va être valable également pour les autres formats. Mais du coup, ça fait qu'il y a des cartes qui sont abordables pour nous, qui sont intéressantes pour nous, et qui seront intéressantes dans ces formats-là aussi. On a des cartes qui seront évidemment moins intéressantes pour eux, mais qui seront d'autant plus pour nous, en fait. Et j'aime beaucoup aussi les originalités qu'il y a eu. J'aime bien les nouvelles capacités, la mutation, le fait qu'on a le recyclage qui est de retour, les mots-clés, les marqueurs mots-clés, c'est vraiment cool. On a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes. Le rappel à l'Orwyn aussi, j'aime beaucoup avec les mythes. Le fait qu'on ait des cycles de cartes aussi, ça rend la chose assez intéressante parce que du coup on peut comparer un petit peu, voir si on peut pas intégrer ces mécaniques-là dans différents decks. Surtout que ce soit des cycles qui soient assez abordables finalement. Je suis... Honnêtement, j'ai rarement été autant convaincu par une extension durant ces dernières années en fait. J'ai l'impression que en jetant un coup d'œil un peu à droite à gauche, même quand je regarde un peu pour le draft, parce que j'aime bien le drafter aussi à côté, j'aime bien le limiter en général, je suis là, je regarde et je suis là, waouh, mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a 2-3 rééditions sympas aussi, j'ai appris que En Tête de la Ruée était réédité en extension, j'étais là, oh mon dieu, ça va être jouable en pionnier, oui. Enfin bon voilà, j'étais heureux comme vous pouvez pas l'imaginer. Mais vraiment, cette édition pour moi, elle représente un nouveau pas en fait, entre... un nouveau point d'orgue en fait dans le Commander. Entre d'un côté les Commander 2020 qui sont originaux, bien montés, bon sauf qu'à la max, un coup dans la tête encore une fois. Non bon allez je déconne, il est pas mal, il est intéressant comme commandant. Mais bon voilà, le deck, on va pas en reparler, mais voilà, le deck il est comme il est. Mais je pense qu'il y a vraiment une originalité et des éléments qui sont très intéressants dans l'extension et dans le Commander 2020. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec une sorte de brassage possible. Et en fait, j'adore ce qu'ils ont fait. Le fait de se dire, on a une extension Commander qui est liée à une extension standard. J'ai l'impression en fait qu'on me dit, ok, il y a des précos, regarde, ils sont super cool, ils sont bien montés et tout. Ils sont super sympas à jouer de la boîte. Et je suis là, je dis, ouais, ça a l'air bien et tout. Et qu'est-ce que je fais si je veux améliorer les decks? Et ils me disent, ok, t'aimes drafter, t'aimes faire les avant-premières, t'aimes les extensions standards? Bah ouais, mais généralement c'est pas terrible. Bah écoute, tu vois, on a prévu une extension standard qui est là, qui est bien en standard, qui est bien en draft, et en plus les cartes que t'as dedans, elles sont très bien pour ton commandeur. T'es là, wow, mais c'est double cadeau de Noël. Et mais c'est complètement ça. J'ai l'impression en fait que le set Ikoria, je vais ouvrir les boosters et je vais être là, ah putain c'est génial, tout ça je peux le rajouter dans mon deck là, et ça je peux le rajouter dans ce deck là. Et t'es là, c'est Noël en avance quoi. Vraiment. C'est la sensation que j'ai. C'est mon dieu, mais ces cartes là, ces cartes de set là, elles s'intègrent super bien dans ces decks là que j'ai acheté à côté. Ouais, alors qu'avant c'était, et on l'avait vu avec, c'était le sentiment que j'avais après Theros et Eldraine, c'était, c'est vachement bien si t'as un deck qui fait ça, et si t'as un deck qui fait ça, et si t'as un deck, etc. Alors que là c'est, l'extension te propose, parce qu'il y a Commander qui sort en même temps, l'extension te propose tel type de jeu, bah écoute, regarde tout ce qu'on a à te proposer pour upgrade les decks que tu viens d'avoir. Ouais, c'est et dingue. En plus, bon, mis à part mutation, ils sont accessibles aux nouveaux joueurs. Et ça c'est cool aussi quoi. Alors après, à l'inverse, tu parles voilà, des extensions standards qui me faisaient dire pas mal de fois, c'est vrai que je l'ai souvent dit, je m'en souviens, dire ouais bah si vous avez ça c'est pas mal, si vous avez ça c'est pas mal. C'est vrai que si je dois prendre par exemple comme contre-exemple, enfin comme exemple complémentaire, le Commander 2019, où on avait, alors oui il y a le flashback, il y a la folie dedans, il y a la mue, j'étais là, ouais les mecs, enfin...
c'est sympa, mais le problème c'est que la prise en main pour les nouveaux joueurs, elle peut être facile dans ces mécaniques-là. C'était assez bien expliqué tout ça, d'accord, ok. Mais le problème c'est que le développement derrière, comment est-ce que tu fais pour mettre des cartes avec la folie, ou des cartes avec la mue, ou des cartes avec le flashback, si t'as pas joué à ces extensions-là? Ça demande un investissement et une recherche de la part des nouveaux joueurs que, généralement, ils ne feront pas. Parce que, les nouveaux joueurs, ils savent pas forcément que Card Market existe. Je sais qu'il y en a certains qui connaissaient pas du tout Card Market avant que j'en parle ici, par exemple. C'est normal, parce que bon, on a tous commencé par là, hein. On a tous regardé les cartes sur les premiers sites qui sortaient sur Google en disant « Ouais, mais attends, elle vaut vachement cher, ma carte !» Et non, mais c'est Magic Bazar qui te lave, hein. Voilà, mais bon. Désolé Magic Bazar, hein, je vous aime bien, mais voilà. Vous êtes une boutique à part entière. La cote de Lotus Noir. La cote de Lotus Noir aussi. Ah ouais, mon dieu, ça, je regardais à l'époque, quand j'ai commencé Magic, j'étais là « Wow, mais ça vaut trop cher !» Non. Voilà, mais c'est pareil, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec des cartes ici qui sont très accessibles parce qu'elles sont sorties en même temps. Et elles fonctionnent. Ouais. Et il y a des rééditions dans le Commander 2020 qui font que on se rend compte qu'il y a des anciennes cartes qui peuvent fonctionner aussi avec ces mécaniques-là, quoi. Et il y a un tout, il y a une synergie, et franchement, ça a de la gueule, quoi. Ça a de la gueule, et honnêtement, j'avais peur vraiment quand Gavin Verhey, j'étais enthousiaste, mais en même temps apeuré en me disant, putain, s'ils font de la merde, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Et, oui, bah ouais. Et là, ils nous sortent ça, et je suis là, putain de merde, mais c'est génial. J'ai hâte de voir, en fait, je suis presque là à me dire, putain, j'ai hâte d'être en septembre pour voir ce qui va se passer sur Zendikar. Et Commander Legends, est-ce qu'ils ont fait là, un truc du même acabit avec Commander Legends, avec une édition qui est draftable et sympa, et en plus qui apporte des bonnes cartes pour le Commander? Wow. Alors, on va faire une prévision, mais moi, je pense que, ouais, que là, on a eu une leçon de monter en puissance d'un set. Sauf que ils avaient le standard, ils devaient aussi faire gaffe au standard, enfin, faire gaffe, je mets des guillemets, hein. Vous les voyez pas, mais il y a énormément de guillemets quand je dis, ils ont fait gaffe pour le standard et tout. Là, Commander Legends, ils nous font un truc qui sera jouable qu'en format Eternal, et même pas le moderne. Ouais. Donc on peut s'attendre à ce que, bon, ce soit... Et puis, surtout qu'ils fonctionnent aussi sur le système de booster. C'est-à-dire que, du coup, on a un côté rareté, parce que quand on est avec des préconstruits, le problème est toujours le même. C'est un problème que Wizards a eu pendant des années, c'est... Oui, mais si on met des préconstruits avec des grosses rééditions dedans, des cartes qui coûtent cher, les vendeurs, il y en a qui vont se gaver. Il y en a des boutiques locales... Alors, autant, c'est vrai qu'en France, quand tu te dis... Ouais, mais je peux me faire commander par une autre boutique, je peux acheter sur MKM, je peux aller à la boutique d'à côté qui a même pas 10 km au maximum de chez moi. Bon, si vous avez une boutique locale, bien sûr. Voilà, il y en a qui n'ont pas vraiment de problème à aller chercher ailleurs une boutique qui vend un meilleur prix. Mais aux États-Unis, ils ont un autre problème, c'est l'isolement que certaines boutiques ont, où des fois, il y a plus de 100 km d'écart avec la boutique d'à côté. C'est ça. Et du coup, ou même il y en a qui font 80 bornes pour aller jouer. Voilà, il y en a qui font 80 bornes pour aller jouer dans leur boutique locale qui est un grand game center, mais qui est perdu au milieu de nulle part. Bah t'es là, ouais, c'est vrai que les gars, si derrière les boutiques elles disent ouais, bah écoute, moi les decks commandeurs je les charge à 55€ unité, enfin 55$, parce qu'on va être immersif quoi. Là, ouais, du coup, c'est un peu le problème. Mais du coup, comme là, Commander Legends, ça va être des boosters, il va y avoir le système voilà, aléatoire dans le truc, même s'il va y avoir des préconstruits à côté, dont on ne sait pas encore grand-chose. Ce système-là peut mettre en place, tout simplement, l'idée qu'on peut augmenter le power level, parce qu'on sait très bien derrière que, comme c'est aléatoire, il va pas y avoir les boutiques vont pas se gaver derrière avec ces produits-là, parce que c'est pas du préconstruit. Non, voilà. Je pense qu'il y a vraiment tout intérêt, enfin, peut-être que la Wizards est en train de jouer sa meilleure carte avec cette année de Commander, en fait, pour notre format. Ouais. Mais bravo. Wizards, je le dis pas souvent, des fois je râle, des fois je suis pas content. Mais là, bravo, putain. Bravo. Je sais pas si vous l'entendrez un jour, mais bravo. Bon. C'est de Wizard France au moins. Ouais, peut-être ce Wizard France, voilà. Je vous le dis pas souvent. Bravo. Mais voilà, bon, bah écoutez, on en a chié avec ces deux éditions. Hein. Ça a été long, on a fait beaucoup de boulot pour tout ça. Ça a encore été extrêmement long comme vidéo. Ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour le mieux. Donc voilà. Je préfère passer près de 2 heures à parler en bien d'une édition en me disant « Waouh, c'est trop bien tout ce qu'on a !» plutôt que de râler pendant 2 heures parce qu'on a vraiment rien eu, quoi. Donc, bon. Ou plutôt que de rusher et faire le tout en 30 minutes et passer à côté de la moitié des trucs intéressants. Yep, aussi. Bref, bah du coup on va se laisser là, vous aurez des deck tech prochainement, on va en faire un peu à droite à gauche.
Je sais pas si j'entrecouperai par d'autres vidéos, parce que bon, je me doute bien que c'est certaines personnes qui seront pas forcément intéressées par les deck tech systématiquement. On va voir avec ce que je peux faire, avec le temps que j'ai disponible, avec le confinement, comment ça se passe, tout ça. C'est le mode roue libre pour tout le monde, j'ai l'impression en ce moment. Donc voilà. Là, vous avez eu une tonne d'épisodes en l'espace d'une semaine. J'espère que ça vous fera plaisir. Et bon, du coup, je vous dis à la prochaine et puis salut à tous. Bye bye. Salut.